Réussi à se lever pour assister à ce dernier jour. Ça vient bon, il nous reste une demi-journée passionnante, avec du coup Pascal Durand de la RS Occitanie et Olivier Dupuis. Et ensuite, nous aurons une présentation de la DGOS. Je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais le Covid étant en recrudescence et étant soucieux de votre santé, Yann Maël sera à distance. Voilà. Du coup, je vais vous laisser la parole, Monsieur Durand. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pascal Durand, directeur des projets, directeur du premier recours à l'Agence régionale de santé. Alors, je vais la refaire cette année, la blague, mais effectivement, j'ai changé ma photo sur LinkedIn. Parce que là, c'est encore une fois, c'est sûr que c'est pas moi, quoi. Et vous pouvez la pomper, du coup, je dis ça pour Vanessa, peut-être, voilà. Petit copier-coller, c'est jouable. Donc effectivement, les universités d'été de la coordination, c'est aussi un parcours complexe, de ce que je vois par rapport à la présence ce matin de personnes qui un poil clairsemé par rapport aux jours précédents, eu égard à la soirée peut-être un petit peu longue qu'ont passé certains. Donc d'abord un grand merci évidemment au président Jacques, qui est là, au directeur Boris, qui lui est parti se recoucher, après un petit peu d'aspirine, voilà, bravo. Et donc, mais on s'était dit qu'on allait adapter la prise de parole ce matin au contexte de la matinée, donc on va essayer de faire en sorte que ce propos s'adresse à tout le monde et qu'il puisse être entendu et compris par tout le monde. Donc un grand merci pour l'organisation d'année en année, très sincèrement, ça a l'air de mieux en mieux, quoi. Enfin, l'impression qu'on en a et au vu du nombre d'inscriptions, vraiment, c'est extrêmement, comment on dit, enthousiasmant, vitalisant, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, c'est extrêmmement agréable d'être dans ce contexte d'université d'été où on se dit, est-ce qu'on est encore à la fin des vacances ou est-ce qu'on est au début de la rentrée, vous voyez, on est dans cet entre-deux où on bosse mais en même temps dans un contexte extrêmement détendu. Et là, Boris, il est extrêmement détendu là. Non mais Boris, faut que voilà, assieds-toi, ça va pas le faire sinon. Donc c'est vraiment agréable d'intervenir dans ce contexte-là. Alors, ce matin, effectivement, on a invité l'agence à intervenir auprès de vous pour peut-être faire un petit, non pas bilan, mais une petite mise en perspective de la situation actuelle, de l'état d'avancement de nos sujets de coordination. Alors évidemment, en parlant un petit peu de ce qui se fait en Occitanie, mais c'est pas pour faire les kékés du Sud, mais c'est aussi pour donner quelques points de repère et pouvoir échanger bien entendu avec vous. Donc je me suis dit ce matin, là, au vu de l'ambiance, qu'on allait peut-être insister sur trois choses en priorité. D'abord vous dire que ce qui est vrai en Occitanie et partout un petit peu en France, c'est que la dynamique de la coordination, elle est extrêmement active, bien développée. En Occitanie, sur un plan purement quantitatif, on a poursuivi notre dynamique de maisons de santé pluriprofessionnelles. On en valide, je sais pas, 20 à 25 par semestre à peu près. On a la perspective de généraliser nos CPTS sur l'ensemble de la région. Donc je rappelle qu'on a 13 départements et pour les couvrir, ça prend un peu de temps, mais on devrait arriver avec environ 80 projets de CPTS qui sont d'ores et déjà engagés à couvrir l'ensemble de la région, peut-être à l'horizon de la fin du premier trimestre de l'année prochaine. On est à 2/3 aujourd'hui de la cible, donc ça c'est extrêmement encourageant. Et puis nos DAC qui se sont mis en place à l'issue des opérations qu'on a déjà eu l'occasion de décrire ici auprès de vous dans la région, donc se stabilisent dans leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu cette espèce d'euphorie dans le mouvement des fusions et des machins, avec en se disant que peut-être on a mis en place des structures plus ou moins brinque-ballantes et avec des gens en place qui n'allaient pas être à l'aise. En fait, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on peut dire que nos DAC sont en place, nos DAC fonctionnent, on a même eu des changements dans les postes de directeurs, etc. et pour autant des renouvellements. Donc ça, c'est le signe qu'on a trouvé une forme de stabilité dans ce fonctionnement-là. Donc ça, c'est sur le plan
quantitatif. Alors évidemment, qualitativement, nos projets de santé sur ces différentes structures de coordination se nourrissent au fur et à mesure du temps. Concernant les CPTS ou toute structure d'exercice coordonné qui contractualise notamment avec l'assurance maladie dans le cadre des ACI, les indicateurs et le travail réalisé par les CEPAM auprès des porteurs les amènent à être extrêmement exigeants sur les différents projets qu'ils portent, et c'est plutôt une bonne chose. Alors évidemment, on a une sorte de crise de croissance sur certaines de ces structures, par exemple sur nos maisons de santé. On a donc un peu plus de 300 maisons de santé dans la région. On va en avoir pas loin de 10% qui commencent à avoir des difficultés sévères. Donc vous voyez, on part fort, ça se développe bien, et puis au fur et à mesure, évidemment, problème de démographie, problème X ou Y, et forcément sur la masse, il y en a une partie non négligeable qui rencontre des difficultés. Donc notre objectif là-dessus, évidemment, c'est pas uniquement de se dire je développe de la maison de santé, je développe de la maison de santé, c'est évidemment expliquer à tout le monde sur le terrain, essayer d'accompagner ces évolutions pour faire en sorte que même quand il y a des difficultés, évidemment, on essaye de les résoudre, et avec tous nos partenaires dans la région, on essaye de trouver des solutions d'accompagnement de terrain pour essayer de résoudre ces problèmes-là. C'est vraiment pas simple. Sur les DAC, ce qui est très intéressant, c'est que on peut observer qu'on n'est pas monocentré sur un parcours en se disant voilà, on va faire les personnes âgées, point barre. Ça a été rappelé encore hier, tout public, tout âge, c'est vraiment très intéressant, sauf un sujet en Occitanie, on essaye de mettre en avant la problématique de la calvitie chez les hommes autour de la cinquantaine, et ça prend pas. Il y a, sans mauvais jeu de mots, il y a un vrai trou dans la raquette par rapport à ça. Donc et pourtant Jacques, on pourrait se dire qu'il y a une sorte de sensibilisation majeure sur ce sujet-là, mais si on pouvait avoir une attention là-dessus, on n'arrive pas à le mettre dans le PRS, mais si sur le terrain ça pouvait avoir un écho, ça serait pas mal. Et donc voilà, ce sujet-là, en fait, du développement de l'exercice coordonné, d'abord, il mérite des remerciements pour tous ceux qui sont engagés dedans, des félicitations, parce que franchement, il faut tenir le sujet, et il y a une dynamique qu'on voit ici dans l'université qui est extrêmement encourageante. Et donc, le deuxième aspect du propos de ce matin, c'est de vous dire aussi que cette dynamique, elle mérite d'être poursuivie, accentuée, évidemment, au regard des enjeux qui sont toujours très présents, et qui, à titre perso, on porte ce discours-là à l'agence, ne font que s'accentuer, ne font qu'augmenter. Les enjeux liés d'abord, évidemment, à la réponse aux besoins de la population. Ça, j'ai pas besoin de vous faire l'article, vous le connaissez par cœur, sur l'augmentation de ces besoins liés à l'augmentation de la taille de la population, son vieillissement, etc. Donc ce besoin de coordination, il est toujours très présent au regard de ces réponses à apporter pour des publics en situation difficile, complexe, etc. Mais il y a un enjeu qui est tout aussi fort pour nous, qui est celui de ce qu'on peut apporter aujourd'hui au moral des troupes, des soignants sur le terrain. Hier matin, on était à l'ouverture d'un colloque qui se tenait à Montpellier sur la santé des soignants par l'association qui était portée par l'association SPS, qui pour la première fois faisait son colloque en région, et qui avait choisi pour thème cette année comment redonner du sens au travail des soignants. Et à titre d'anecdote, donc le maire de Montpellier qui participait à l'accueil évidemment des participants, alors que le mot n'avait pas été prononcé jusqu'à présent, il n'y aurait pas dans les plaquettes ni dans les intitulés des interventions, a prononcé le mot de coordination sur l'accompagnement nécessaire des professionnels de santé. Alors je ne veux pas prononcer le mot de crise en permanence, parce que ça devient pénible de toujours rasséréner ça, mais qui aujourd'hui, dans cette situation difficile de morosité ambiante, de difficultés d'exercice au quotidien, etc., de violence même, c'est une thématique aujourd'hui qui ressort de plus en plus, ont des difficultés majeures dans leur exercice au quotidien. Lui, il a prononcé ce mot de coordination. Il dit on a besoin de coordination parce qu'on a besoin de coopération entre professionnels, et cette coopération entre professionnels, elle est là pour
faire en sorte que ces difficultés, on les aborde collectivement, où on essaye de trouver des solutions ensemble, et c'est évidemment en se serrant les coudes qu'on arrivera avec l'appui évidemment de tous les partenaires, etc., mais on arrivera peut-être à franchir ce cap et à trouver des solutions à ce moment très particulier où évidemment la vocation de soignant aujourd'hui est très présente, y compris chez les jeunes qui veulent entamer les études, que ce soit médicales ou paramédicales, mais qui s'effilochent avec le temps, qui perdent d'abord de la motivation dans les études. On a de l'abandon assez important sur toutes les études, médicales, paramédicales, et puis même en exercice, ont du mal à tenir. Vous avez vu les derniers résultats de l'étude de l'adresse sur la profession infirmière, mais on pourrait le décliner, et on le savait déjà par ailleurs, sur d'autres professions de santé. Donc c'est extrêmement important que ces sujets de coordination et tout ce que vous mettez en place sur le terrain soient là aussi, bien sûr au bénéfice des patients, mais pour nourrir l'exercice professionnel, votre exercice professionnel et l'exercice professionnel des professionnels de santé qui travaillent avec vous, professionnels de santé au sens large. C'est extrêmement important parce que c'est un facteur de renouvellement de ce qui se fait au quotidien. C'est la petite lueur d'espoir sur les difficultés auxquelles on est confronté tout seul, et parce qu'on arrive à travailler en équipe, parce qu'on peut s'appuyer sur un DAC, parce qu'on peut trouver des solutions dans le cadre d'une CPTS ou autre, on arrive à dépasser ces difficultés au quotidien. Et nous, on met l'accent dans la région, là, de plus en plus, sur le fait que les projets de santé qui animent toutes vos structures de coordination doivent être vitaminés au maximum. On doit essayer au maximum de développer des projets, au maximum d'utiliser les outils existants pour proposer aux professionnels de santé des nouvelles formes d'exercice, des nouvelles façons de coopérer, des nouvelles façons d'intervenir auprès des patients pour trouver des solutions aux problèmes aujourd'hui auxquels ils sont confrontés. On essaye d'être le relais aujourd'hui dans les projets de santé. Alors, modestement en Occitanie, on prend tout ce qui passe en termes d'expérimentation. Vous voyez, on va être expérimental sur les certificats de décès pour les infirmiers, on va redécliner le projet OSIS pour les pharmaciens, on a lancé via trajectoire hospitalisation non programmée c'était cette semaine qu'on a signé la convention de partenariat avec l'ORU et avec le GRADE et les caisses primaires. Donc, et tout va à l'avenant. Sur l'article 51, par exemple, on a essayé d'être très moteur sur l'article 51 parce que l'article 51, c'est d'abord et avant tout des actions qui partent du terrain, qui partent de ce que les professionnels de santé ont imaginé. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au bout du parcours du combattant, on peut avoir l'espoir qu'on va changer quelque chose dans les modalités de prise en charge, puisqu'on bascule dans le droit commun des nouvelles façons de rémunération liées à la gestion des parcours de santé traités dans le cadre de ces articles 51. Il se trouve que là, France entière, et notamment pour l'Occitanie, fin 2013, on est dans une période où les premières expérimentations arrivent au bout, et on devrait voir sortir les premières généralisations dans le cadre du droit commun de ces rémunérations au forfait sur un certain nombre de parcours. Eh bien, ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir dire aux acteurs qu'on a accompagnés dans la région pour développer ces articles 51, qu'au bout d'efforts sur lesquels on les a aussi beaucoup accompagnés et qui ont été longs, on arrive à changer les choses. On arrive à adapter, y compris le système de financement pérenne associé à ces prises en charge, et que, concrètement, les efforts qu'ils ont produits pendant plusieurs années dans le cadre de ces expérimentations produisent des effets. Et alors effectivement, on en discutait encore avec la DSS cette semaine, il faut qu'on trouve le véhicule de diffusion de ces financements qui entretiennent cette dynamique et qui fait que, parce qu'on est DAC, parce qu'on est CPTS, on va pouvoir, avec les professionnels de santé, engager des financements forfaitaires au parcours qui vont changer beaucoup de choses dans le quotidien, qui vont donner l'impression à tout le monde qu'il y a des choses qui évoluent concrètement. Nous, on est vraiment, vraiment, vraiment attachés à ces évolutions concrètes. Si on fait de la coordination uniquement en se centrant sur
nos problèmes domestiques ou en se centrant même uniquement sur l'intérêt des patients sans se demander ce que ça peut apporter aussi à l'exercice des professionnels, ce sur quoi vous témoignez déjà depuis 3 jours, en fait, tout l'enrichissement qu'apporte la coordination, vous en faites l'écho. Mais si on ne fait pas ça, évidemment, il va nous manquer quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire de la coordination dans le vide, parce que les professionnels, aujourd'hui, ils ont la tête dans le sac, ils ne sont pas forcément hyper encouragés. Quand on va les chercher, c'est compliqué de les motiver à sortir de leurs difficultés. Donc, pour nous, le développement de la coordination, au-delà de ce que ça apporte pour les patients, c'est extrêmement important dans ce que ça peut apporter dans l'exercice professionnel quotidien des professionnels de santé. Alors, comment on va essayer de faire ça aussi concrètement sur le terrain, c'est un peu mon 3e point. On l'a vu à travers les ateliers hier, moi, enfin, donc je suis là que depuis hier après-midi, mais on l'a vu dans les plénières et dans les ateliers. Il y a énormément de vitalité dans les départements. On a lancé, et avec l'ensemble des acteurs, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait des choses à travailler sur le rapprochement CPTS-DAC notamment. Maintenant, il faut qu'on trouve le moyen, nous, au niveau de l'agence et avec l'ensemble de nos partenaires, d'animer territorialement cette dynamique de renforcement de la lisibilité de ce que vous apportez sur les territoires, parce que maintenant que beaucoup de services sont en place et de qualité, il faut qu'on arrive à faire savoir encore plus que ça existe, que ça fonctionne et que tous les professionnels peuvent y avoir accès. Donc la lisibilité, elle passe aussi par le fait que on est bien calé avec les autres acteurs locaux sur les zones de frontières. Ça a été débattu pendant ces universités, de manière à ce qu'on ne se marche pas sur les pieds et que ceux qui ont ou doivent avoir accès à ces services comprennent que c'est pas la cacophonie. Donc il faut qu'on trouve ces modalités d'animation territoriale dans votre exercice quotidien qui est déjà bien chargé pour trouver le temps de rendre lisible tout ça. Le deuxième aspect, c'est que toujours territorialement et à travers les projets de santé que vous développez, il y a une thématique qui nous est chère, qui est celle de la régulation de la demande de soins. Vous le savez, on avait déjà dû en parler l'année dernière. La demande, elle va faire ça. Quand l'offre, elle va faire, avec le temps, elle va faire ça, voire elle va faire ça. Donc, j'ai pas besoin de faire un schéma pour expliquer que ça va être de plus en plus difficile de répondre à la demande. Il y a pour autant de la ressource sur le terrain. C'est ça la richesse et l'apport de la coordination, c'est de se dire que ces ressources sur le terrain, cette multiplicité de professionnels de santé avec des compétences très riches, peuvent être mobilisées collectivement pour essayer de réguler cette demande, de faire en sorte que n'arrivent devant le médecin que ceux qui doivent arriver devant le médecin, n'arrivent devant l'infirmière que ceux qui doivent arriver devant l'infirmière, etc., etc. Et donc, ça, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Donc, ce travail à partir des structures de coordination qui visent à trouver des solutions pour réguler la demande. Donc réguler la demande, ça ne veut pas dire la rationner, ça veut dire trouver le moyen de la capter dans de bonnes conditions, de l'écouter dans de bonnes conditions et de pouvoir l'analyser et trouver l'orientation du patient dans de bonnes conditions. Et donc ça, ce sujet de la régulation, il s'aborde évidemment uniquement territorialement, parce que c'est évidemment pas la même chose que d'être sur un terrain avec 36 cliniques, un CHU et moult professionnels de santé libéraux et d'être dans un territoire rural où les acteurs se comptent sur les doigts d'une main. Donc du coup, évidemment, on parle pas de la même chose quand on doit traiter de ce sujet-là sur différents territoires au sein d'une région, par exemple comme la région Occitanie, et donc il faut qu'on trouve l'animation territoriale adaptée et les leviers adaptés à cette problématique qui est une problématique centrale. C'est-à-dire que si on se revoit dans 2 ans pour se dire finalement notre activité a explosé en Occitanie, c'est génial, hein, c'est à peu près 10 000 je crois inclusions dans les parcours qui ont été réalisés sur une année, donc ça va faire qu'augmenter, mais on va se retrouver dans une discussion où on va se dire mais où sont les moyens pour nous donner les moyens de répondre à cette demande toujours plus importante, sauf qu'à un moment on va être au taquet des moyens, et je ne parle pas que des moyens financiers évidemment, hein, je parle des solutions
qu'on va essayer de trouver pour orienter les patients. Donc il faut renforcer notre activité de régulation et ça, faut qu'on le fasse, il faut effectivement qu'on le fasse collectivement. Donc cette approche territoriale va être au cœur de notre action. Nous, on le décline, en plus, il se trouve en Occitanie, là, dans le cadre du projet régional de santé, avec à l'intérieur du schéma régional des schémas départementaux. Bon, ça, c'était une volonté de notre directeur général de le décliner de cette manière-là. Pas sûr que ça améliore la lisibilité de ce document de 1500 pages, mais en tout cas, ça doit, quand on le ramène au niveau départemental, au niveau territorial, nous donner des outils pour qu'on se mobilise et qu'on essaye de construire ces plans d'action. Bon, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que au vu de l'ambiance déjà, moi de ce que j'ai vécu d'hier et puis d'hier soir, je trouve que ce qui est important dans le contexte actuel, c'est que au regard de tous ces enjeux et de tout ce qu'on a à faire, ce dont vous pouvez témoigner, c'est que on a besoin de beaucoup de confiance en fait aujourd'hui pour faire tourner le système de santé. Ce à quoi on est le plus, je trouve, confronté difficilement, c'est pas que le manque de ressources, c'est pas que la déprime ou le désintérêt d'exercice quotidien, etc. C'est que on a beaucoup de mal à mobiliser des gens rapidement qui spontanément se disent on peut avoir confiance les uns les autres pour avancer et tirer dans le même sens. On est dans de telles difficultés que le repli sur soi est un peu la règle. Je pense que vous démontrez exactement le contraire. Donc je pense que votre exemple par rapport à ça est à mettre en avant. C'est pour ça que nous, on va beaucoup pousser pour faire en sorte que vos projets aboutissent et se développent. Et quand je dis vos projets, je ne parle pas que des DAG, je ne parle même pas que des CPTS, je parle de toutes les structures d'exercice coordonné et tout ce qui enrichira l'exercice professionnel et qui permettra de trouver des solutions sur les territoires. Il faut qu'on vous appuie là-dedans parce que on n'a plus que ça à faire en fait aujourd'hui, c'est-à-dire montrer que c'est possible, le montrer de la manière la plus éclatante qui soit. C'est pas un vœu comme ça en l'air. Je pense que c'est extrêmement réalisable. Je pense que beaucoup de professionnels qui ne sont pas encore majoritairement embarqués dans nos aventures collectives commencent à s'y intéresser, vont voir ces signaux-là, vont les comprendre et c'est ça qui nous permettra de donner encore plus d'ampleur à nos sujets. Nous, on s'est donné une petite fenêtre de 2 ans pour essayer de bousculer un peu vigoureusement les choses. J'espère qu'on y arrivera. Franchement, j'y crois, vu d'où on est parti, ce qu'on a réussi à développer là ensemble jusqu'à présent, c'est forcément à notre portée et on a la tête dans le guidon pour ça. On la relèvera dans 2 ans ici aux universités d'été. Puis j'espère qu'on aura le plaisir, toutes régions confondues, de partager des expériences positives à cet égard. Merci beaucoup. Et n'oublions pas de changer la photo, parce que là, je me revois, là. Il y a un problème. C'est les signes du temps qui passe. On a une question. J'ai pratiqué la censure hier, donc là, aujourd'hui, je me sens un peu obligée de lui donner le micro. Marc ? Non, c'est très calme. Bonjour. Alors, je crois que vraiment on partage cette idée, et on en a parlé hier après-midi dans un groupe, sur l'importance des DAC, vous avez dit du moral des troupes, je crois, ou dans la dynamique qu'on peut mettre en place sur un territoire. Et je voudrais faire 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que pour soutenir les troupes, il faut avoir le moral. Alors oui, on a le moral, on a la pêche et tout ça. La réalité, c'est que mois de juillet, j'ai une salariée qui m'a dit « Marc, avec ce que je gagne, par ailleurs, je gagne 400 € de plus par mois ». Il y en a une deuxième qui m'a dit « Marc, vraiment je m'éclate dans ce boulot, mais est-ce que je peux passer à 80% pour pas travailler le mercredi, pour pas payer la garde de mes enfants, et à côté de ça, je ferai des gardes de nuit à l'hôpital parce que là, je gagnerai plus d'argent ». Donc la réalité aussi, c'est que on nous demande de faire quelque chose et on n'a pas été reconnu. Alors c'est historique, ok, le Ségur, on est passé à côté, on l'a tous entendu. Mais globalement, tous les DAC aujourd'hui sont en grosse difficulté par rapport à ce problème
purement financier, c'est dur à dire, mais c'est la réalité. C'est qu'on ne paye pas nos salariés comme on devrait les payer. On embauche des gens trop jeunes, avec pas assez d'expérience, et c'est pas quand on sort de l'école de l'infirmière ou qu'on est en capacité d'aller travailler avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience sur le terrain en libéral. Donc voilà, on a aussi besoin d'être soutenu à ce niveau-là, et c'est très important. Alors je sais que c'est pas les ARS qui donnent toutes les clés, mais c'est essentiel. Et même s'il n'y a pas de Ségur, on peut revaloriser les points. Je sais que le FIR ne vous oblige pas à suivre les revalorisations de points dans le cadre de la FIRP et tout ça, mais il y a des éléments quand même qui pourraient montrer que, oui, vous soutenez les DAC et vous avez compris l'importance des DAC dans la place du moral des troupes sur les territoires. Ouais, c'est un point, si je peux me permettre, juste une seconde. Non, c'est un point extrêmement important qui est valable pour les DAG, mais en réalité, le propos que j'ai tendance, on en parlait encore hier soir même, c'est vrai pour tous les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de se dire, répartition des tâches, parce qu'avec la coordination, on fait bouger les frontières d'intervention des uns et des autres. Et si derrière le modèle de financement ne suit pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de dire aux généralistes, vous allez laisser tomber tous les sujets faciles parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur l'infirmière, qui sur le pharmacien, qui sur etc. Et derrière de dire tu gardes que les sujets compliqués à 25 € la consulte Et donc j'étends le sujet évidemment au personnel de DAC etc. Alors les marges de manœuvre effectivement elles méritent quand même d'être regardées même dans le cadre du FIR. Aujourd'hui, et pourtant en Occitanie, je pense qu'on n'est pas feignant sur les financements, mais ça ne représente pas non plus. On se permet ça parce que sur une région comme l'Occitanie, le FIR il doit être à peu près à 400 millions. Donc du coup, Céline, je ne sais pas combien on donne sur 24 millions sur les DAC, par exemple, si on parle que des DAC. S'il fallait faire 24 500 000, 25 millions, vous voyez, on peut les trouver. Donc, ce qu'on peut faire en Occitanie, on doit pouvoir le faire dans d'autres régions également. Je pense pas qu'en plus de ça, l'effort, même si effectivement il est très significatif pour les personnes concernées, à l'échelle globale de ce qu'on a à gérer, soit si important que ça à produire. Donc je vais plutôt dans votre sens, évidemment. J'espère que nous, en tout cas dans notre région, on essaie de répondre à ces enjeux-là, mais effectivement, c'est des enjeux qui s'étendent aussi aux autres acteurs, parce que dans tous ces chantiers de transformation et un peu de chamboule-tout de ce qu'on essaye de proposer, il va falloir que de ce point de vue-là, les choses évoluent également. Ouais, je suis d'accord avec vous. Merci pour cette réponse. Il y a une prise de parole. Oui. Oui, bonjour, Hélène de Château-Thierry, Maladie rare Occitanie. Écoutez, je vous remercie pour vos propos, Pascal Durand. On est très content d'être ici. On est aussi les dispositifs régionaux. Voilà, c'est aussi ça que je voudrais vous dire. On sait que depuis quelques années, il y a une énorme dynamique montante des DAC et CPTS et autres exercices coordonnés. On veut vous dire que nous, les dispositifs régionaux, on est toujours là. En Occitanie, on est très nombreux. Voilà, on est dynamique. On a envie de continuer à travailler ensemble sur ces territoires. J'entends la demande de valorisation des ressources humaines et la reconnaissance du travail des DAC. Je pense qu'il faut aussi penser à nous, parce qu'on va continuer à être un acteur du territoire avec vous tous, évidemment. Encore hier, dans les ateliers, on a, je pense, essayé de montrer que la coopération, elle se fait entre acteurs, et les projets, ils vont se créer aussi, DAC, CPTS, dispositifs régionaux. On a encore beaucoup de choses à faire ensemble. On est une source à la fois de ressources et d'expertise. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire l'article, vous savez tout ça très bien, mais voilà, n'oubliez pas les dispositifs régionaux. J'ai envie de vous dire, quand vous citez l'ensemble des acteurs, souvent ça s'arrête à DAC, CPTS, 3 petits points, mais on aimerait bien être visible dans les petits points. Voilà, merci.
Non mais ça c'est le problème d'être omnibulé par ces problèmes capillaires quoi. On oublie des trucs essentiels. Donc du coup effectivement j'ai oublié de parler des dispositifs régionaux. Bon vous savez aussi qu'on vous oublie pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas désinvesti sur les dispositifs régionaux. Enfin vous le dites beaucoup mieux que je pourrais le dire évidemment. Leur place aujourd'hui est à consolider. Alors c'est vrai que donc là je pense qu'à la rentrée on va réouvrir ce sujet de la place des dispositifs régionaux, notamment au regard de l'évolution de la réglementation, le terme de réseau qui pète, etc. Il faut qu'on remette les choses correctement à plat, non pas pour tout chambouler, hein, mais pour que tout le monde soit bien au clair au regard de ces évolutions-là, et justement trace les perspectives que vous indiquiez d'articulation entre l'expertise, la référence proposée par ces dispositifs au regard des attentes portées par le terrain. Parce qu'effectivement, tout ça, ça marche de manière imbriquée. Alors en plus, on a d'autant plus ce sujet-là que, je vous parlais de la dynamique article 51 tout à l'heure, mais on a des dispositifs régionaux qui portent des articles 51 et qui du coup vont se retrouver en interrogation de leur place dans le passage en droit commun et quand ça va se financer, que ça va aller directement sur les professionnels, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme place. Moi, je pense qu'il faut qu'on consolide la place des dispositifs régionaux. On ne fait pas d'exclusive entre les DSR officiels présents, posés par la réglementation et les autres. Hein. Il faut qu'on se mette d'accord au regard du PRS et bon, ce qu'on a aujourd'hui de présent, en tout cas dans la région Occitanie, correspond aux besoins régionaux de santé publique. Donc, la place de ces réseaux régionaux, on va avec vous en rediscuter, non pas pour tout chambouler, mais pour se redire qu'effectivement, il ne faut pas qu'ils soient exclus de la dynamique et que sans formaliser à l'excès, parce que moi je pense qu'il faut, vu la nature des dynamiques aujourd'hui, il faut aussi un peu laisser les choses se faire et chacun prendre sa place, on puisse consolider le positionnement de ces dispositifs. Il n'y a pas d'ambiguïté. Merci. Précision importante, merci beaucoup. Olivier Dupuis, en jeu vendredi matin, nous parler de droit. Non, je compte sur vous, ça va aller. Je vous laisse le micro peut-être. Ouais, je vais prendre le. Vous n'avez pas le Covid hein? Non. Pas encore. Merci. Coaching en direct, les compétences informatiques sont difficiles. Il était en bas, dans les documents. Tu l'as mis dans les documents en bas? Ça doit être là, non? Oui, c'est ça. Parfait. Pleine page, nickel. Ah, ouf. Bien, oui, je vais plomber l'ambiance. Bonjour à toutes et à tous. Puisqu'on va parler de droit, donc vendredi matin, un petit peu compliqué, mais je vais essayer d'être le plus clair, le plus simple, le plus accessible possible. En vous parlant, donc, c'était un petit peu la thématique qui m'avait été demandée, les enjeux des métiers juridiques, des métiers de la coordination. Je vais peut-être commencer par me présenter, parce que je n'ai pas la prétention que tout le monde ici me connaît. Peut-être ceux qui travaillent en Occitanie me connaissent un petit peu, et peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de changements, j'ai cru comprendre, et M. Durand le rappelait. Donc en quelques mots, voilà, parce que le temps m'est compté, je vais essayer de faire assez court, mais j'ai des choses à vous dire. Donc je m'appelle Olivier Dupuis, donc vous avez, non, effectivement, alors j'ai pas mis ma photo, là encore, la photo est sur LinkedIn, elle est assez ressemblante, mais hier soir on m'a dit on n'était pas sûr de m'avoir reconnu, donc je ne sais pas comment je dois le prendre. Donc c'est toute la difficulté d'avoir des photos un petit peu anciennes, effectivement, je suis bien d'accord avec vous. Donc j'ai un doctorat en droit et mon activité principale aujourd'hui, donc je travaille avec la Fax Occitanie notamment, donc récemment, c'est vrai qu'on a noué un partenariat. Mon activité principale étant celle de formateur, je me déplace dans beaucoup d'établissements de santé, médico-sociaux, je travaille beaucoup législation évolutive oblige en psychiatrie, ainsi que évidemment dans les DAC. Et précédemment, c'est comme ça que Marion se connaît, dans le cadre des MAIA, puis des PTA, évidemment. Donc voilà. Alors, personne n'est parfait, je suis bordelais.
Et voilà, j'ai tendance à le dire, surtout en Occitanie, voilà, où il y a d'ailleurs, je vois qu'on n'est pas forcément apprécié partout, hein, quand je vais dans les Landes, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a parfois de l'hostilité, ou en Charente, évidemment, voilà, je sais qu'il y a des Charentais dans la salle, bien entendu, je ne rappellerai pas la maxime, il faut 2 Charentais pour faire un Bordelais, 16 plus 17 égale 33. C'était la petite phrase 1 d'introduction sympathique. Le vendredi matin. Voilà, donc après, non, pour être sérieux, je travaille aussi dans d'autres régions et ce dont je vous parlerai tout à l'heure en termes d'outils, finalement intéresse beaucoup d'autres régions. Donc j'aurai quelques réflexions à vous proposer, sachant que en Occitanie, on a développé un outil dont je vous parlerai suspense un petit peu tout à l'heure. Par ailleurs, oui, je participe à des groupes de travail. Enfin, je suis enseignant vacataire dans des DU, notamment à Bordeaux, bien sûr, de coordinateur de parcours dans le cas des DAC aujourd'hui. Et également, alors ça je trouve ça aussi intéressant depuis quelques temps à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, pour la formation récente des IPA, des infirmiers de pratique avancée. Ce qui pour moi fait du lien, vous parlez des CPTS, etc. Et je vois d'ailleurs, hein, ils me rendent compte aussi des difficultés qu'ils ont déjà sur le terrain, déjà pour trouver un poste adapté, et aussi par rapport à une certaine, parfois, hein, pas toujours hostilité ou difficulté à intégrer voilà, les équipes dans les parcours de soins des patients. En tout cas, c'est très intéressant sur le plan juridique aussi, très stimulant d'aborder cela. Enfin, je suis aussi enseignant en école de cadre ou en IFSI, où j'aime bien au berceau professionnel donner un petit peu l'aspect juridique comme étant une composante essentielle, mais voilà, je voudrais vous l'amener aussi un petit peu en termes de perception, et d'où la notion d'enjeu. Alors, déjà, un constat, mais enfin, je pense que vous partagerez, hein, sur le fait qu'il y a beaucoup de droits, que ce soit d'ailleurs dans les métiers de la coordination. Je parle des DAC, mais effectivement, je parle des DSR et dans tous les métiers, donc dans toutes les formes de coordination possibles. Soit ce sont des dispositions juridiques qui concernent directement les métiers de la coordination. Alors j'ai comme ça en tête vos métiers de référent de parcours de santé complexe des DAC, où effectivement on voit d'ailleurs la FACS au niveau national fait un travail de référentiel en indiquant d'ailleurs très justement que ça doit pouvoir inspirer la réglementation, mais aujourd'hui on n'a pas de cadre juridique qui régit les référents, et on sait d'ailleurs c'est un enjeu qui me paraît important pour déterminer aussi les limites d'intervention. Je sais qu'on évoque parfois aussi des professionnels qui vont accompagner des personnes à la banque. Ce sont des cas où on s'interroge aussi sur les limites effectivement de la place des professionnels, d'où l'intérêt d'avoir un cadrage, je veux dire une aide, sachant que le cadrage ça rigidifie aussi d'une certaine manière. Alors il y a effectivement des textes qui concernent directement l'exercice métier. On a aussi évidemment forcément des interventions qui peuvent concerner pas simplement directement le métier, mais l'environnement, le cadre d'exercice professionnel d'intervention. Je parle évidemment des droits des personnes accompagnées en termes de consentement, en termes d'information. Quand il y a des interventions au domicile, ce qui est le cas de ce dont on parle, les règles applicables au logement. D'ailleurs, c'est pas propre donc aux dispositifs de coordination. Moi, je travaille beaucoup en psychiatrie, je vous le disais. Quand on doit faire des réintégrations de patients au domicile qui sont en phase, vous savez, de décompensation et de rupture dans ce qu'on appelle programme de soins, encore j'y travaillais cet été, comment faire pour... il faut connaître les règles, c'est même du pénal, d'accès au domicile, vous l'avez compris, sans respecter le cadre juridique, on est carrément sur une situation délictuelle. Ce qui pose un problème, c'est le cas aussi des forces de l'ordre, s'ils n'interviennent pas dans le cadre de la loi. Souvent, on se dit, les forces de l'ordre vont nous aider, mais ils sont aussi régis par un cadre légal. Donc tout ça, me semble, participe à la difficulté aussi de connaître l'ensemble des textes qui régissent finalement le périmètre, et je dirais aussi des autres partenaires, puisqu'il y a à connaître aussi le cadre d'intervention des partenaires. On a beaucoup travaillé, je vous en parlais tout à l'heure, dans DAC 31, au niveau des aides à domicile aussi, et des aides soignants sur la place de chacun, de façon très concrète, dans leurs actions auprès de la personne. Alors après, il y a évidemment donc un ensemble de règles qui à la fois est vaste, comme je l'ai indiqué, mais aussi évolutif. Et c'est ça aussi la difficulté. Donc c'est-à-dire aussi de toujours se tenir à jour. Et me semble-t-il, contrairement à moi le matin, vous ne vous levez pas en vous disant « Tiens, ma première démarche, c'est de lire le journal officiel ». Si vous le faites, voilà. Alors ça dépend. Après, ça peut être... oui, surtout, j'ai bien compris par rapport à une soirée peut-être un peu agitée, mais bon, voilà, après certains me diront que c'est une dérive pathologique peut-être que de se lever en lisant le journal officiel, mais c'est une nécessité, donc ce que j'ai fait évidemment, vous avez compris ce matin. Alors sur le plan des enjeux, sur la première partie, donc je vais essayer d'être assez court, d'ailleurs Marion, n'hésitez pas
me le dire. Donc sur en termes d'enjeux et de réflexion d'enjeux, je voudrais commencer peut-être par ça, de connaître et de mettre en œuvre les textes qui régissent les métiers de la coordination. Donc réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, qu'est-ce qui doit être un moteur de la connaissance de ce droit, et puis ensuite quels outils pour y répondre. Et donc je vous proposerai d'ailleurs quelque chose qui a été développé en Occitanie et primitivement en Midi-Pyrénées, c'est-à-dire un outil, je ménage le suspense, que je vous présenterai par la suite pour capter l'audience. Sinon, j'ai bien compris qu'en termes de première partie, tout le monde se sera endormi, bien entendu. Alors sur les enjeux de la connaissance du droit, finalement, c'est de ça dont il s'agit, et de leur mise en œuvre des textes, le respect du cadre réglementaire, légal, répond à mon sens à plusieurs enjeux, alors que j'ai indiqué ici dans les diapos. Alors, c'est peut-être l'enjeu auquel beaucoup de professionnels pensent, et d'ailleurs ils m'en parlent sur le terrain, parce que comme je vous le disais, moi je suis en contact du terrain au quotidien avec les professionnels, que ce soit dans le cadre de formation, de groupes de travail, et c'est vrai que, alors je ne veux pas stigmatiser un métier en particulier, mais j'ai perçu ça particulièrement dans le corps médical, chez le corps médical, c'est-à-dire le fait souvent on me dit, dis donc il y a beaucoup de contentieux sur le sujet qu'on aborde. Et si j'ai l'erreur de dire non, je ne crois pas avoir vu de contentieux, et là je vois dans le regard, bon, donc la réglementation, on s'en fiche un peu. Alors c'est là où je dis non, il y a eu des condamnations à mort de professionnels, et là je vais les capter, ce qui est évidemment totalement abusif. Mais finalement, alors le risque qu'on appelle souvent médico-légal, vous savez, les professionnels de santé utilisent beaucoup ce terme-là, c'est-à-dire en fait prévenir le risque de mise en cause et de sanction, c'est un petit peu voilà la carotte, je connais le droit parce que finalement ça me permet de prévenir le risque. Alors moi je ne cache pas le fait que c'est une composante qu'il faut intégrer, c'est-à-dire dans les enjeux de la connaissance du droit, prévenir le risque juridique fait partie aussi des enjeux. Par contre là où je suis un peu embêté, c'est de voir aussi parfois un petit peu l'idée qu'il y a beaucoup de contentieux. Moi, je l'ai développé à plusieurs reprises dans le cadre de mon activité professionnelle, de faire des études jurisprudentielles pour voir s'il y a une réalité, vous savez, du contentieux que l'on évoque comme galopant, voilà. Sachant que je sais très bien qu'il y a des acteurs qui sont souvent intéressés économiquement, qui diffusent cette idée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des enjeux économiques derrière. Je pense en particulier, vous avez une idée ou pas ? Aux compagnies d'assurance, bien entendu. Et d'ailleurs, ce sont eux, très souvent, qui diffusent des statistiques, qui sont des statistiques de leur propre assurés. Donc autrement dit, on peut partir du postulat de ceux qui ont intérêt à s'assurer, voire une obligation d'assurance. Je pense par exemple aux professionnels de santé libéraux. Voilà. Et donc souvent, d'ailleurs, je rappelle aussi qu'il est très important de bien distinguer la mise en cause. Tout un chacun peut être mis en cause de la condamnation. Et c'est finalement ça qui est la clé importante. Donc oui, effectivement, ce risque-là, il faut le considérer, mais je crois que ça ne doit pas être le moteur principal de la démarche d'intégration du droit dans les pratiques. Il y a, à mon sens, une deuxième dimension qui est beaucoup plus constructive d'ailleurs, c'est de contribuer, c'est l'idée que connaître le droit contribue, comme je l'ai indiqué ici, à une gestion adaptée des situations et par conséquent, finalement, ça renforce un petit peu une gestion professionnelle, j'allais dire, des situations. Vous savez, le droit, il est partout. C'est-à-dire que quand on va au domicile, quand on accompagne la personne, c'est comme si vous faites venir un artisan. Moi, j'ai fait d'ailleurs pour vous faire installer, vous savez, par exemple un poêle à votre domicile, et vous dites juste un truc. Vous connaissez la réglementation sur la pose des poêles, les ouvertures, etc. Ah non, pas du tout. Vous dites, en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas franchement professionnel. C'est même un peu inquiétant. Donc, que l'on aime ou pas, bien entendu, le droit est partout. Par contre, quand on le lie à la pratique professionnelle quotidienne, et c'est là où, pour ma part, c'est passionnant. C'est-à-dire quand le droit aide le professionnel dans sa gestion du quotidien, d'où l'intérêt d'inclure le droit dans de l'analyse de pratique. Et ça, c'est ce qui me semble être intéressant en formation, dans le cadre de groupes de travail. C'est-à-dire vraiment connecter le droit au quotidien professionnel. Et c'est là où, en fait, on est vraiment dans une démarche de prévention du risque médico-légal aussi. Donc, en fait, ça fait coup double. Alors, après, j'aurai l'occasion de donner quelques exemples. Il y a aussi un enjeu pour la personne qui bénéficie de la démarche de coordination. Parce que finalement, quand on respecte les règles, on respecte aussi les droits. Alors, à ce niveau-là, j'avais en tête quelques exemples, je ne vais pas forcément les développer ici, mais voilà le droit de la personne, le droit à consentir, par exemple, aux soins ou à l'aide. Par exemple, j'ai été confronté à des situations qui, moi, m'ont beaucoup interrogé par rapport aux personnes à domicile. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes âgées en perte d'autonomie qui ne veulent pas aller à l'hôpital, vous savez, pour faire des examens complémentaires. Se pose alors, ce qui relève d'ailleurs d'un dilemme éthique, c'est-à-dire, est-ce que je dois respecter la volonté de la personne
Ou est-ce que finalement, je dois lui imposer les choses avec en tête un risque un peu fantasmatique parfois de la non-assistance à personne en péril. Donc vous voyez, on oscille entre les deux. Et justement, la connaissance de la règle permet, vous l'avez compris, de comprendre en fait les enjeux qui sont en présence. C'est-à-dire, est-ce que l'un ou l'autre... Alors évidemment, je ne vais pas vous répondre ce matin, ce n'était pas le but, mais finalement, on voit bien qu'il y a un enjeu important. Moi, j'ai eu des cas où on me relate le fait que la personne a été forcée à aller à l'hôpital. En termes de relation de confiance, je pense que le professionnel qui a été repéré comme ayant déclenché le dispositif, c'est très compliqué de maintenir le lien de confiance avec la personne accompagnée, voire avec son entourage. Voilà. Donc il y a effectivement, par exemple, ici une dimension éthique réelle dans l'appréhension de la règle de droit dans la pratique quotidienne. Il me semble donc que c'est un enjeu très important. Donc cette dimension éthique, elle est omniprésente. Je dirais aussi que dans l'analyse en fait de ces situations, on a par exemple aussi l'échange et le partage d'informations. Vous savez, c'est vraiment le sujet phare aujourd'hui dont on me saisit, je pense, c'est-à-dire parler des règles de communication. Et à ce sujet, on voit bien que l'appréhension de la règle de droit peut être parfois une source de blocage. Et je voudrais partager avec vous une petite expérience sur ce sujet-là, en termes notamment de professionnels qui parfois se disent les règles, et je ne le cache pas, d'ailleurs je crois, on en a parlé au niveau national, sont complexes. Moi je regrette beaucoup que le cadre juridique aujourd'hui soit d'une grande complexité sur les règles d'échange et de partage d'informations entre consentement, non-opposition. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus simple. Quand je l'avais dit au niveau national, je crois que la réponse avait été on vous appellera pour écrire des textes la prochaine fois. C'était un peu la remarque du Parisien au Girondin. Oui, il y a des expériences traumatiques comme ça. Non, simplement, je dirais, voilà, par rapport à la communication, certains professionnels peut-être se disent, au final, c'est complexe, moi je ne sais pas trop, donc je préfère ne pas communiquer. C'est des éléments de crispation que l'on peut avoir, par exemple, entre professionnels de santé, par exemple médecins, infirmiers, et des professionnels qui n'en sont pas. Et c'est vrai que j'ai en tête l'exemple qu'on a beaucoup travaillé dans le DAC 31, c'est-à-dire les aides à domicile, où on se dit, moi j'ai absolument, vous n'êtes pas professionnel de santé, je n'ai pas à vous communiquer. À mon sens, il est très important de savoir, de connaître les règles pour voir qu'il y a justement des marges de manœuvre. On a beaucoup travaillé, je vous en dirai tout à l'heure, sur le périmètre des attributions. Un aide à domicile, sous certaines conditions légales, va pouvoir intervenir dans le circuit du médicament. Mais pour ça, il faut, vous l'avez compris, débroussailler, clarifier les choses. Pour autant, alors certains professionnels me disent, mais moi je ne sais pas trop, donc ma situation, enfin ma posture la plus sécure, c'est pour prévenir le risque médico-légal, c'est de ne pas communiquer. Comme ça, je ne prends pas de risque en termes de violation du secret professionnel. Oui, mais ce faisant, s'il y a des marges de manœuvre et que je ne communique pas, que ça se fait au détriment de la qualité de la prise en charge, voire de la sécurité de la prise en charge, là, il pourrait y avoir aussi une source de responsabilité. Alors, il y a quelques années, on en avait parlé un petit peu, je crois que c'était dans le Tarn, et effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, et c'est vrai que certains, je crois que ce n'était pas vous, mais qui m'avaient dit, oui, mais enfin, bon, finalement, c'est pas acté. Moi, j'étais ravi en 2017 de voir le Conseil national de l'ordre des médecins indiquer ce risque-là. C'est-à-dire, à un moment donné, ne pas connaître la règle, c'est, à un moment donné, s'exposer à un risque de responsabilité en termes de rétention d'informations. Donc ça veut dire que ça nous met un petit peu en difficulté parce qu'on est obligé, on est un peu acculé, on est obligé d'avoir connaissance, effectivement, des règles de droit, parce que, effectivement, et c'est une composante essentielle parfois, à l'idée, d'ailleurs sur ce sujet, de ce qu'avait voulu le législateur en 2016, de fluidifier la communication. Puisqu'en fait, la loi aujourd'hui actuelle, elle a pour but justement d'élargir. Et on voit bien très bien dans la construction des DAC, on n'a pas fait la même erreur que pour la construction des Maya. On a très tôt permis l'échange et le partage d'informations, qui n'est pas complet, puisqu'aujourd'hui, vous savez, peut-être se trame aussi l'accès au DMP. Et donc finalement, on voit que toutes les cas ne sont pas cochés encore, mais en tout cas, il y a un véritable travail. Bon, du coup, en conclusion sur cette première partie, on voit bien qu'il y a beaucoup de textes à connaître. Vous n'avez pas une mémoire d'éléphant, donc et donc il est très important de pouvoir s'appuyer sur des outils adaptés. Alors tout le monde ne comprendra pas pourquoi le groupe de la Nouvelle-Aquitaine s'est levé ainsi. Bon, il y a des mots-clés comme ça. Alors quel outil pour y répondre? Alors c'est là où voilà, je vais aborder cela. Marion, il me reste un petit peu de temps. 30 minutes, merci. Donc c'est jusqu'à 11h30. Bon, ça me fait... Vous êtes d'accord, hein? On reste ensemble. Oui, pas beaucoup ont répondu, ça me fait plaisir.
Alors, quel outil pour répondre à cela? Alors, évidemment, ce que je vais vous proposer ici, ce sont des pistes de travail qui ont été initiées. On a créé en 2016, pour vous donner une date précise, un outil au niveau régional. Alors, quand je parle régional, en 2016, c'était l'ancienne région Midi-Pyrénées, ce n'était pas encore l'Occitanie, où finalement, suite à des formations et avec l'appui de l'ARS, il est apparu intéressant de créer un outil, de sorte de guide, pour pouvoir justement, vous l'avez compris, faciliter l'accès à un droit, au droit, donc à la règle de droit, adapté, donc concret, donc information juridique fiable, actualisée et surtout aussi opérationnelle. C'est-à-dire que ce ne soit pas du droit, qu'on n'ait pas l'impression de lire le code de la santé publique, si vous voulez. Donc vraiment, l'idée a été de faire un guide juridique. Voilà. Alors c'est une initiative que je vais développer dans les instants qui vont venir, mais il y a d'autres initiatives thématiques. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, dans le DAC 31, on a créé, en tout cas moi j'y ai participé modestement, à un référentiel des fonctions d'aide et de soins à domicile qui est en cours d'ailleurs de publication. Je me tourne vers Goulen, donc pour la V3, donc c'est-à-dire que c'est la 3e version. Et d'ailleurs, je subodore qu'une V4 serait peut-être nécessaire parce que l'actualité, elle est permanente avec les services d'autonomie à domicile qui remplacent SIAD, et donc finalement, il faudra aussi intégrer peut-être cette dimension-là. Vous voyez, c'est un peu mon fond de commerce, vous l'avez compris, l'évolution du droit. Commercial. Non, mais c'est bon. Après, moi, je comprends que ce soit une difficulté permanente. Moi-même, j'ai du mal parce qu'il faut en permanence se mettre à jour. Mais pour les professionnels dont c'est pas le métier, c'est vraiment compliqué. Et on a également en Haute-Garonne, décidément, un cocorico pour la Haute-Garonne. J'aurais aimé dire dans le 33, mais je suis obligé de parler de 31. Donc, sécurité de la personne âgée ou en situation de handicap à domicile. On a développé sur ces sujets, notamment, alors des sujets qui vont vous parler, l'accès au domicile et surtout les privations de liberté à domicile, que ce soit tout ce qui est contention, tout ce qui est aussi fermeture à clé des portes auxquelles les professionnels participent parfois à la demande des familles, vous savez, pour les personnes qui déambulent, voilà. Et on a aussi la problématique des caméras, de la visiosurveillance, en fait, de la vidéosurveillance à domicile, qui pose légèrement quelques difficultés en termes de respect de la vie privée, et puis parfois quand il y a des enregistrements de traitement de données, et là je suis sur le RGPD finalement. Donc voilà, ce sont des sujets assez intéressants qu'on a développés. L'idée vraiment c'est d'avoir des outils, vous l'avez compris, qui sont réutilisables par les professionnels comme des guides, pas des amoncellements de textes, mais enfin vous avez compris, à un moment donné il faut bien avoir les textes, mais prémâcher ce travail pour avoir vraiment une approche très concrète, tout simplement pour faciliter l'accès au droit à des professionnels dont ce n'est pas le métier, mais qui ont besoin justement de cette composante. C'est pour ça que j'ai évoqué les enjeux précédemment. Alors si on fait un zoom sur le guide, donc sa première version en 2016, alors évidemment ce guide a été co-construit. C'est un guide juridique et pratique d'accompagnement de la personne âgée en perte d'autonomie à domicile. Rassurez-vous, je vais vous parler de son accessibilité après. Ceux qui travaillent en Occitanie, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui connaissent ce guide juridique. Oui, levez la main peut-être, juste pour info, parce que c'est d'ailleurs un enjeu, merci, c'est un enjeu important aussi pour moi, et j'en avais parlé un petit peu avec les responsables de la Fax Occitanie, c'est-à-dire à un moment donné de savoir aussi si ce guide est utilisé, c'est-à-dire avoir des données de quantification de l'utilisation réelle, de l'exploitation. Ce que je sais subjectivement, c'est que les professionnels m'en parlent sur le terrain. Vous savez, ça nous sert beaucoup, je pense notamment aux référents parcours complexes, et qui effectivement m'indiquent que ça leur sert pas forcément au quotidien, mais quand ils ont une situation pour laquelle ils ont besoin de faire appel, voilà, ça leur donne des idées, etc. Donc ce guide, Maya oblige, a été créé dans le cadre des Maya, donc on était centré sur les personnes âgées de plus de 60 ans, qui est donc la cible de la coordination à l'époque des Maya. En 2023, donc vous avez compris qu'il y a une actualisation. Alors on aurait pu le faire avec les PTA, mais on a respecté aussi l'évolution en Occitanie. Ce guide juridique et pratique d'accompagnement de la personne âgée ou en situation de handicap. Voilà. Alors j'ajoute que ce guide n'est pas fait que pour les DAC, vous l'avez compris, c'est fait pour tous les professionnels des territoires, dispositifs régionaux compris, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs on voit que des formations incluent aussi les DSR aussi dans le cadre effectivement de ces formations-là. Voilà. Et je me dis, et j'ai déjà pas mal de demandes, d'ailleurs hors région aussi, sur des développements relatifs aux mineurs. Puisque finalement, le tout public fait que... Alors moi, ça me parle totalement, puisque je travaille beaucoup dans les hôpitaux sur le parcours des mineurs, et le parcours des mineurs aussi en psychiatrie.
avec des contextes familiaux extrêmement préoccupants et dégradés, parfois avec des familles qui sont en vraie difficulté, parfois avec des suspicions de maltraitance. Donc je pense qu'il y a vraiment des enjeux très importants de parents séparés, ou quand on est dans la recherche du consentement, qui on va chercher, le père, la mère, les deux pères, les deux mères. Enfin oui, il y a parfois des situations extrêmement complexes pour lesquelles le droit est aussi un levier qu'il faut pouvoir utiliser. Donc je pense, alors j'ai mis 2024 point d'interrogation, qu'il y aura certainement à développer des choses à ce niveau-là. Après, ça veut donc dire que le guide prendra du volume. Dans sa composition, il est composé aujourd'hui, donc sa tendance plutôt à s'élargir, mais le but c'est pas d'en faire un bottin, de composer de 25 fiches thématiques qui sont organisées en 6 parties. Alors on a voulu au maximum respecter la chronologie, donc on commence par l'accès au domicile, le début de la prise en charge, donc je dirais une petite partie sur les DAC aussi, sur l'engagement de la coordination, avec la question de la non-opposition, à bien distinguer du consentement, ce qui n'est pas forcément simple à comprendre en termes de sémantique. Bien entendu que ces développements contiennent bien des éléments juridiques. Moi, je pense qu'ici, il ne faut pas rajouter de la confusion à la confusion. Donc, ça veut donc dire qu'il y a des textes. Mais ces textes sont prémâchés. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir une phrase où il y a marqué « L'autorité prévue à l'article L1100-4 du Code de la santé publique peut réaliser les actes ». Tout ça en débroussaille, puisque le but, c'est que ça soit lisible et que ça soit opérationnel. Et donc, finalement, ce que je veux vous dire, j'en ai été le rédacteur, mais ce contenu, ce guide a été construit à partir d'un groupe de travail qui a été un groupe de travail de chaque département de l'ex-région Midi-Pyrénées, avec des groupes de relecture départementaux, pour percevoir aussi comment, sur le terrain, ce guide, est-ce qu'il était trop théorique, pratique. Donc voilà, ça a été réellement co-construit, c'est pas uniquement le juriste qui l'a écrit, loin de là. Donc c'est un contenu qui est rédigé, avec des références de textes systématiques. Il y a aussi des points de vigilance aussi en fin de fiche. Voilà. Donc ça se présente un petit peu comme ça, si vous voulez. Alors je ne vais pas voir, vous voyez, mais les grandes parties ici que j'affiche. Donc vous voyez l'engagement dans un parcours coordonné. Donc on suit un petit peu la chronologie avec l'accès au domicile, vous voyez, l'ouverture d'un dossier individuel relatif à la personne âgée ou en situation de handicap, demain mineure peut-être aussi, le consentement de la personne âgée ou en situation de handicap. Alors un sujet moi qui me tient beaucoup à cœur, et c'est là où on voit que le droit est important, l'anticipation de l'altération de la capacité de la personne âgée ou en situation de handicap à exprimer sa volonté. C'est-à-dire j'anticipe alors que je suis encore conscient. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui sont atteintes d'une maladie neuroévolutive à un stade précoce, qui sont encore en capacité de pouvoir désigner une personne de confiance si elles le souhaitent. Là encore, faut-il savoir et déterminer quel acteur est en responsabilité pour proposer à la personne de désigner une personne de confiance. Et où on le met, où on place, est-ce qu'il y a un formulaire? Donc il y a un formulaire qui est proposé ici. L'idée, c'est d'aider, vous voyez, à percevoir. De la même manière, alors c'est pas quelque chose sur lequel vous allez intervenir, mais la possibilité de par avance peser sur le choix de celui peut-être qui sera mon protecteur quand j'aurai besoin d'une mesure de protection. Ça s'appelle un mandat de protection future. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui en France, alors que c'est la première mesure de protection. Mais pourquoi? Parce que les professionnels ne connaissent pas ce dispositif, ou très peu. D'où l'intérêt ici d'en parler, de pouvoir se l'approprier sur le terrain. Alors je vous avoue que c'est assez doublé aussi, je pense, d'approches sous forme de formation, de communication sur le terrain, qui sont aussi des vecteurs intéressants d'acquisition de ce savoir-là. Après, vous avez donc le devoir de secret. Bon, voilà, on y inclut aussi, par exemple, la question de la conduite automobile. Vous savez que, d'ailleurs, au niveau national, il y a un débat depuis fort longtemps sur le fait qu'à un moment donné, et ça c'est une préoccupation quotidienne, de gens qui continuent à conduire. Voilà. Bon, après, quand on est 33, c'est vrai qu'on ne devrait pas conduire du tout, paraît-il. Voilà, non, vous avez remarqué, quand on a un véhicule avec une plaque d'immatriculation 33... Il faut arrêter les blagues sur le 33, je me sens visée. Et moi aussi, mais bon, faites attention en tout cas. Donc, voilà, nos communications en tout cas, objectivement, taux de sinistralité des assurances, le 33 est en tête. Cocorico. Avec le 75, bon. Là, on est sur des données objectives. Je plaisante, mais bon, pas tellement. Alors, protection de la personne âgée, voilà. Orientation de la personne en psychiatrie. Voilà, j'ai encore des procès qui me parlent. Des médecins, par exemple, récemment me disaient, on parle toujours d'HO ou d'HDT en psychiatrie, on est d'accord, médecin traitant. Je dis, écoutez, alors ça va être un choc psychologique. Non, depuis 2011. Bon. Et voilà. Et enfin, le départ du domicile, ça, vous savez que c'est un sujet de préoccupation constant sur le fait qu'effectivement, le départ du domicile pose la problématique évidemment du consentement. Et ça, je vous avoue que c'est pour moi un vrai sujet. D'ailleurs, j'aimerais participer à des travaux au niveau national tout simplement parce qu'on voit beaucoup d'EHPAD qui sont dans l'illégalité la plus totale par rapport aux signatures de contrats de séjour.
Et c'est une vraie difficulté. Hein. Après, je jette pas la pierre. Hein. Je me dis, il y a un vrai problème aujourd'hui, organisé, mais qui se gère aussi, vous l'avez compris, dans la démarche de préparation du départ du domicile. Il n'y a pas forcément d'urgence, comme on le dit parfois. Il y a souvent une impréparation. C'est difficile. Après, on sait bien que, pour l'avoir vécu, même à titre personnel, c'est un contexte qui est quand même très, très difficile. Oui, j'ai fait hospitaliser en psychiatrie. J'ai engagé la moitié de ma famille. Il me reste 5 minutes. Ouais. J'ai passé un peu. Oui, alors sur le guide, donc, j'espère que ça vous a intéressé. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, vous êtes nombreux, il est disponible sur le site de la Fax Occitanie. Alors normalement, théoriquement, il est destiné uniquement à l'Occitanie, puisque c'est un travail qui a été fait en Occitanie, mais évidemment sur un site internet sans verrou. Voilà. Après, c'est un peu le sens de ma réflexion. Voilà, donc donc voilà. Vous avez l'adresse ici. Bon, je vous ai rien dit, mais évidemment. Alors, c'est sous forme de fiche. Hein, voilà. Il est actualisé, donc, normalement, en principe, chaque année. Élément d'actualisation juridique, d'ajustement consécutif au retour d'utilisateur. C'est-à-dire que l'actualisation, ce n'est pas uniquement intégrer les nouveaux textes, les nouvelles modifications, mais c'est aussi parfois rajouter des éléments. Alors, je suis l'acteur principal par rapport à ça, bien sûr, mais quand je perçois qu'il y a un sujet qui est... Ou alors, parfois, on me dit, là, c'est pas hyper clair, donc ça serait... je reformule, vous voyez, on fait vivre le guide. Et j'ai pas la prétention que le guide est parfait, loin de là, mais en tout cas, le but, c'est qu'il aide, donc il faut bien répondre aussi aux besoins du terrain. Alors, l'intérêt, c'est aussi que ces modifications sont aisément identifiables. Vous voyez, je vous donne la première fiche, enfin le début de la première fiche. Vous voyez comment c'est un petit peu fichu, c'est-à-dire que vous avez en début, alors il y a une petite difficulté, mais vous avez les dates et les apports principaux des dernières mises à jour, ce qui permet pour l'utilisateur de se dire « Ah bien, la fiche, elle a encore changé. Qu'est-ce qui a changé ?» Ça vous permet d'un coup d'œil de savoir à quel moment. Et voilà. Et puis il y a des fiches qui ne sont pas impactées par les réformes, on va dire, enfin les modifications annuelles. Voilà, la dernière étant de février 2023, donc mis en ligne en mars 2023. Vous avez des petits. À chaque fois, il y a en gras, c'est en début, des indications sur ce que vous allez trouver dans le paragraphe, ce qui facilite aussi la lecture. Bon, voilà, après, l'idée, ce n'était pas de vous présenter exhaustivement cela, mais vous avez donc trouvé, je pense que certains ont peut-être vu sur l'adresse, je vous la remets ici, donc c'est guide-juridique.santé-complexe-occitanie.fr. Alors vous allez me dire, effectivement, si vous n'êtes pas de la région, vous êtes beaucoup à ne pas être de la région, pourquoi est-ce que ce guide-là reste en fait et déployé au niveau Occitanie ? Je vous le demande. Je me dis qu'au final, un tel guide-là, et c'est dès le départ la réflexion qu'on a menée, pourquoi il n'existe pas au niveau national ? Alors je vous avoue qu'il y a quelque temps, on avait travaillé, enfin moi j'avais contacté un peu mais peut-être que c'était pas la bonne personne vers qui j'avais été orienté, mais je me dis que au niveau national, ça serait intéressant qu'on ait, parmi les outils que l'on peut développer au niveau, je ne sais pas ce que vous en pensez, au niveau national, avoir ce type d'outils au niveau national serait très utile, parce que là du coup aujourd'hui il est estampillé, vous allez le chercher sur le site d'Occitanie. Au départ il était verrouillé, c'est-à-dire que l'idée c'était vraiment, il a été financé au niveau de la région, donc l'ARS a été vraiment un moteur à ce niveau-là et je l'en remercie. Je me dis, à un moment donné c'est normal que ça serve que pour la région, mais à un moment donné, dans les enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant, me semble-t-il, de le faire vivre au niveau national. Donc voilà, pour terminer mon propos... C'est un problème de réseau, je pense. Oui, pas les bonnes personnes. Mais je devrais... Mais effectivement, intérêt peut-être de l'opportunité de l'extension du guide à niveau national, peut-être en le retravaillant, je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais partager un petit peu cette expérience-là, et je ne veux pas être plus long, parce qu'il y a encore une intervention importante avant la pause, et donc merci beaucoup pour votre attention. Au-delà de ça, petit retour d'expérience et au-delà de la constitution du guide, ça y est, je mue, ça craint. C'est le chant d'hier soir, ça, peut-être. Le karaoké d'hier soir. Finalement, il y a aussi le côté pédagogique et l'aspect formation qui n'a pas été mis en avant dans la présentation et je peux en témoigner simplement. C'est vrai que d'avoir le guide et une référence juridique, c'est bien. De faire vivre ce guide auprès des équipes, c'est mieux. Et vraiment, on a pu organiser à plusieurs reprises des temps de formation. C'est très apprécié par les équipes. Ça permet, à partir de situations pratico-concrètes qui sont vécues, du coup, c'est le principe des situations pratico-concrètes, ça va bien se passer. L'objectif, c'est vraiment de se dire que, elles arrivent avec leur situation, ou ils arrivent avec leur situation, et puis on prend le temps
de construire ensemble la réponse. Et une fois qu'on l'a mis en pratique, les réflexes sont plus faciles. De même que ça les a aussi, pour les retours que j'ai pu en avoir, légitimés dans leur fonction avec ce sentiment de se dire que quand on sort le bon article au bon moment, ça facilite les choses, notamment quand on nous dit qu'on n'a pas accès à l'information parce qu'on ne fait pas partie de l'équipe de soins. La bonne référence permet de gagner en légitimité. Exactement, et de professionnaliser. Sur l'échange et le partage d'informations, si en Occitanie, la Fax Occitanie aussi propose des temps, alors sur l'Occitanie, sur la Corse aussi, mais voilà, on est aussi force de proposition, aussi de formation. Après, on a fait ce travail-là en février en Gironde, ouais, effectivement. Voilà, donc vous aurez son 06 dans le hall. Ça y est. Merci beaucoup. Mais merci à vous, merci de votre invitation et bonne continuation. Merci. C'est bon. Alors. Il faut sortir, je pense. Ça, c'est sûr. Il a pas mis sa caméra ? Non, il n'a pas mis. Est-ce que petit souci technique? Ah, c'est bon. Est-ce qu'on l'entend ? Non, on l'entend. Les joies de la technologie. On ne t'entend pas. C'est bon ? C'est parfait. Bonjour. Déjà, je voulais commencer par m'excuser de ne pas être parmi vous depuis hier soir. Je ne sais pas si on vous a dit, mais il y a eu un petit cas Covid cette semaine dans le ministère et je ne suis pas très en forme non plus depuis hier. Donc, on a préféré collectivement que je reste à Paris plutôt que je vienne vous contaminer. Voilà. Donc, c'est les joies de... Il nous entend ? Des petits virus. Donc voilà, donc désolé, j'aurais adoré être parmi vous pour faire la présentation et pouvoir échanger sur d'autres choses et écouter toutes les interventions. Est-ce que tu nous entends ? Alors, veuillez m'excuser, je suis quand même un peu fatigué, donc si à des moments je suis pas très clair, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je clarifie derrière. Est-ce que tu nous entends ? Pardon, je vous entends. Là, je vous ai entendu, ouais. Oui, nickel, super. Donc engagement pris pour l'année prochaine sur les 3 jours du coup, faut se rattraper. Je verrai ça avec Samuel parce que je pense qu'il va avoir très envie de venir également. Mais oui. On peut gérer 2 invitations. Et on sera probablement l'année prochaine avec Laetitia Borel qui rejoint l'équipe en remplacement de Lauriane Gomez. Et qui arrive aujourd'hui également, que je ne peux pas accueillir non plus du coup parce que je suis enfermé à la maison. Très sympa l'intégration au niveau de la DGOS. Ouais, première journée tout seul, c'est génial. Bienvenue. Non, mais je me rattraperai la semaine prochaine du coup. Et pour le coup, l'année prochaine, en plus, vous avez promis quelque chose pour cette session, donc ça sera pour l'année prochaine. Ça marche. Ouais. Vas-y, on te laisse dérouler. Ouais, je vais donc du coup une petite présentation pour vous dire un peu les actualités et pouvoir discuter ensemble. Bon, sur les principaux chiffres, ça, vous les connaissez, hein, on est aujourd'hui à 132 DAC. C'est les grands chiffres, hein, mais qui permettent de voir comment s'est passée la réforme et où on en est aujourd'hui dans ce développement et dans ce beau développement. Donc 132 DAC, 89% d'associations, mais ça vous l'avez, avec des DAC qui sont pour un peu plus de la moitié, 55% départementaux, et donc vous avez la cartographie disponible sur Internet qui permet aux professionnels de voir un peu quels sont les DAC qui existent sur leur territoire.
plus de 2500 salariés, c'est ce que représentent les DAC au niveau français, et avec plus de 90 DAC qui ont des médecins et 57 qui ont des psychologues. Donc on voit bien la montée en charge et la montée en polyvalence au fur et à mesure. Alors ces chiffres-là, vous les connaissez parfaitement, c'était juste pour remettre un petit peu en introduction. Ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est un peu l'actualité, c'est-à-dire quels ont été les travaux finalisés depuis l'année dernière et quels sont un peu les travaux à venir et comment collectivement on imagine la suite. C'est un peu ce qui est important. Donc depuis l'année dernière, quand même eu pas mal de choses, avec notamment la mise à jour du cadre national d'orientation, qui a permis de poser pas mal de choses. Déjà, de préciser un peu les choses au niveau du service rendu attendu pour les professionnels et les personnes et leurs aidants, de définir les grands principes de l'unification des dispositifs d'appui à la coordination, donc ça vous les avez, et les modalités de mise en œuvre. Ce qu'on a enrichi surtout depuis 2023, c'est notamment la formation PACT, avec tout le travail qui a pu être fait avec le HESP et vous, la partie référentielle de compétences et d'activité des référents de parcours complexes et surtout la boîte à outils des DAC. Donc le guide national permet maintenant de proposer des recommandations de retour d'expérience relatifs à la mise en œuvre un peu de ce que vous avez fait de chacune des missions des DAC. Ce guide il permet aussi mais on en discutera peut-être tout à l'heure, de parler de l'articulation qu'il peut y avoir avec d'autres acteurs, notamment on pense aux communautés 360, on en a parlé avant avec les DSR, mais surtout aussi les CPTS. Même si le DAC en général couvre plusieurs CPTS, il y a quand même des articulations qui sont sur le terrain, et le CNO vient préciser un peu ça. Avec des CPTS, on le sait, qui peuvent être représentés dans la gouvernance des DAC et des DAC qui peuvent être également représentés dans la gouvernance des CPTS. Donc on voit qu'il y a une complémentarité. C'est cette complémentarité, qui est intégrée maintenant dans le CNO. Juste une petite question. Ce gros projet-là, tous les travaux. Est-ce que tu as un diaporama ou pas du tout? Là. Ah oui, j'ai un petit diaporama. Non, mais c'est pas très grave, on le voit pas. C'était juste pour que tu aies l'info. On ne voit pas le diaporama. Ah, pardon. Non, c'est pas très grave. Tu m'arrêtes. Hop. Alors, c'est juste les grands principes. Je sais pas si vous le voyez maintenant. Oui, c'est beaucoup mieux. Nickel. Je vais mettre un grand écran. J'ai juste mis des bullet points. Hein. Donc, il n'y a pas énormément de choses sur le diaporama. Donc, voilà. Donc, première chose, la mise à jour du cadre national d'orientation sur les travaux finalisés. Tous les travaux qu'il y a eu sur le service rendu, des DAC. Et là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et le but, c'est vraiment de permettre de mesurer, de valoriser un peu le service rendu vis-à-vis des bénéficiaires, mais pas que. C'est aussi une façon d'asseoir le DAC et de faire reconnaître vous êtes des dispositifs ultra utiles. Tous les gens qui font appel à vous, qui vous connaissent, savent que vous êtes, je vais le dire avec ce que je pense, au fond, que vous êtes géniaux et que vous faites un boulot qui est essentiel. Il y a un besoin de reconnaissance de la part des gens qui connaissent pas encore ou qui étaient réticents au départ. Et c'est vrai que l'intérêt du service rendu, c'est aussi ça. C'est pas que ça, parce que c'est aussi une façon. Vous êtes des acteurs pivots sur le territoire et donc de voir les choses. Mais c'est un travail de reconnaissance. Et après, il y a l'observatoire de rupture qui participe aussi à cette reconnaissance, mais on y reviendra juste après. Donc ça permet de fixer une banque de critères et d'indicateurs à la fois quali mais aussi quanti, qui sont adaptables au dispositif et qui peuvent être utilisés à la fois au niveau local et régional. Donc, dans cette boîte à outils sur le service rendu, il y a des outils et des repères méthodologiques qui vous permettent, et cette boîte à outils est faite autour de 8 dimensions avec 23 questions qui permettent un peu d'évaluer les choses. Je pense que vous avez. Ce qui est important, c'est de se fixer un peu une visibilité sur la suite. Et voilà, ce qu'on souhaiterait, c'est de se dire qu'il va falloir à un moment faire un T0 une fois que vous serez approprié tous ces outils dans les différents DAC et que tout le monde aura réussi à s'approprier ces outils. C'est de se dire qu'à un moment, il faudra
d'ici probablement à 2025 faire un T0 et de pouvoir avoir après de façon un peu systématique pour tous les DAC ces indicateurs voilà, pour qu'on puisse au bout d'un moment les rendre pas opposables, mais que tout le monde les ait et qu'on puisse suivre au niveau national, que vous puissiez voilà, avancer et avoir ces indicateurs et montrer votre plus-value. Juste pour remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce guide, avec des travaux qui ont été pilotés par la NAP. Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens avec France Asso Santé, avec l'ANDAS, avec la FNEAD, avec la FHF, avec la FHP, avec la FEAP, bon, il y a beaucoup de gens. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce guide. La troisième chose, le troisième gros pilier qu'il y a eu l'année dernière, c'est l'Observatoire des ruptures des parcours. Et ça aussi, ça participe à la fois à votre visibilité, je pense, mais aussi c'est la reconnaissance, cet Observatoire des ruptures, même si probablement vous le vivez différemment au départ, parce que vous avez l'impression que c'est des choses en plus qu'on vous demande, mais c'est un peu l'aboutissement de votre place. En tout cas, c'est la façon dont moi je le considère. Vous avez un rôle et une place qui est privilégiée sur le territoire parce que vous êtes un peu les vigies de ce qui se passe et de tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir sur un territoire. Et cet observatoire des ruptures de parcours, déjà, il peut permettre à vous d'améliorer, de voir ce qui se passe, de voir ce qu'il faut développer, etc. Mais surtout d'alerter au niveau local, régional et même au niveau national, de dire là, ça dysfonctionne et là, il faut que au niveau départemental, régional et national, vous preniez des mesures parce que nous, on s'est aperçu que ces patients-là, systématiquement, il y a quelque chose qui bug et donc il faut régler cette problématique-là. Et ça, c'est voilà, c'est un rôle qui est essentiel. Et donc voilà, donc il y a eu un peu tous les travaux là qui sont en cours sur l'observatoire des ruptures et quelque chose qui n'a pas été simple, c'est déjà la définition de la rupture. Donc c'est une situation de rupture qui se caractérise par une insuffisance, je lis pour avoir les bons termes parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les termes exacts à utiliser dans le guide. Donc une situation de rupture se caractérisant par une insuffisance ou un arrêt des aides, de l'accompagnement ou des soins entraînant un préjudice d'intensité variable pour la personne aidée. On n'est pas sur la question de refus de consentement à être pris en charge ou quoi que ce soit. On est vraiment sur au-delà. Et ça, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Avec le but, c'est d'avoir les éléments déclencheurs et de pouvoir, déjà au niveau du DAC, voir comment on peut gérer ces ruptures et après de les faire remonter au fur et à mesure pour partager de façon interdac, de façon régionale et nationale et qu'il y ait des actions concrètes. Le but, c'est pas de vous faire travailler pour rien, c'est vraiment que tous ces éléments, ils servent à la fois pour vous, et surtout pour vous, et au niveau régional, parce que les ARS, je pense qu'elles ont besoin aussi, ce que vous pouvez leur apporter est essentiel, et nous aussi, au niveau national, on a besoin de ça, parce qu'on est aveugle sur ce qui se passe dans beaucoup de choses, et si vous n'êtes pas là, si vous ne remontez pas ces informations, on peut pas modifier de la bonne façon, de la façon pertinente les choses. Et donc voilà, donc c'était un peu les travaux qui ont été menés, finalisés l'année dernière. Sur ce qui reste à venir pour l'année prochaine, c'est la poursuite des formations donc Pactanim avec la 4e promo qui va arriver et 2 certificats donc management et accompagnement en changement. Tout ce qui est thésaurus du PPCS, parce que forcément, si on vous demande de suivre les choses, etc., il faut qu'on puisse, et pas que, parce que aussi dans votre travail au quotidien, mais qu'on puisse nous vous outiller de la bonne façon. Donc il y a tout ce travail sur le thésaurus, parce que les systèmes d'info c'est bien, mais si on n'a pas les bons mots, les bonnes choses, etc., pour vous aider, ça marche pas. Donc il y a tout un travail avec PF5, avec Marie-Gabrielle Richt, que vous connaissez peut-être, et Lauriane, et maintenant avec sa successrice Laetitia. Là-dessus, il y a tout ce qui est sur les outils d'évaluation multidimensionnelle, donc avec la CNSA, donc là qu'on va lancer pour en septembre. Une chose, sur laquelle il faut qu'on soit vigilant et qu'on soit tous présents, c'est l'articulation notamment avec les services départementaux de l'autonomie qui sont en train de se mettre en place et sur lesquels il faut absolument que l'articulation entre ce service et les DAC soit pensée dès le départ et soit bien faite.
Voilà, donc c'est ces travaux-là qui sont en cours et qu'il faut collectivement qu'on suive, c'est-à-dire collectivement, c'est nous DGOS, mais aussi vous. Il faut qu'on soit avec la CNSA pour s'assurer de la bonne complémentarité, de la bonne lisibilité pour les acteurs de terrain. Donc avec un SPDA qui a 4 missions socles, c'est l'accueil, l'information et l'orientation pour les personnes âgées, l'instruction des droits pour ces personnes âgées ou en situation de handicap, l'appui aux solutions concrètes et le repérage de la prévention. On voit bien qu'il y a des complémentarités entre les deux. Il faut juste qu'on s'assure que ça soit bien fait. Tac. Et avant peut-être de passer aux questions, je suis désolé, je passe assez vite. Le but, c'est de vous passer les messages et de vous dire un peu ce que la DGOS et ce que moi je pense et ce qu'on pense avec l'équipe surtout. Ça, c'est une phrase de Samuel. Il m'a laissé un petit message en me disant les DAC, c'est vraiment une pépite, donc tu t'en occupes bien dans le congrès. Voilà ce qu'il m'a dit. Et effectivement, alors j'aurais préféré le faire en live et avec vous, mais bon, c'est comme ça. On sait que c'est un écosystème qui est mouvant. Voilà, on voulait vous redire qu'on est vraiment avec vous, à côté de vous. Pas que nous, il y a aussi l'équipe projet national qui continue les travaux et qui fait un boulot au quotidien pour essayer de vous accompagner au mieux. Et on souhaitait vous remercier. Donc Lauriane qui est partie mais qui continue à nous envoyer des messages, partage ça. C'est vraiment merci parce que vous vous adaptez en permanence. Ça fait partie de votre ADN, mais voilà, c'est une gymnastique qui fait à la fois votre force, votre beauté, mais qui consomme de l'énergie au quotidien. Donc on voulait vous remercier pour ça. Vous avez une place, et même si vous en doutez parfois, je pense, qui est de plus en plus reconnue. Alors c'est pas encore complètement gagné, on va pas se mentir, mais cette place, elle est vraiment en train de elle se concrétise grâce à votre travail au quotidien, grâce à votre travail de la fax. Là, on voit pour le Covid long, vous avez été des interlocuteurs incontournables. Quand il y a eu la prise en charge sur le terrain, le ministre sait la fax qu'il a rencontrée pour parler Covid long. Voilà, il y a beaucoup d'appels à projets des ARS. Vous êtes concernés, il y a des articles 51, vous êtes concernés. Maintenant, à chaque fois qu'on voit la Cour des comptes pour des sujets différents, etc., systématiquement, les DAC, et c'était encore le cas il y a 2 jours sur un sujet premier recours, systématiquement, les DAC maintenant sont cités. Donc ça, c'est des choses que vous ne voyez pas forcément parce que c'est des documents de la Cour des comptes, etc., en tout cas des entretiens plutôt avec la Cour des comptes. Ou autres, mais maintenant les DAC systématiquement sont cités par nos interlocuteurs. Systématiquement, on vient nous voir pour nous parler de vous et nous dire que ça pourrait être sympa parce que vous faites un super boulot et parce que c'est hyper important et que ça pourrait être un appui génial pour des choses qui sont imaginées pour la suite. Donc vous êtes vraiment de plus en plus reconnus. Donc faut pas lâcher maintenant. Voilà, c'était un peu les choses. Et peut-être sur l'avenir, ce qui nous reste collectivement à faire, et encore une fois, on est vraiment là pour vous aider à ça. C'est comment on consolide tout ce que vous avez réussi à faire et comment on vous aide à passer à la à passer, c'est déjà fait, mais à aller encore plus vers la polyvalence. Voilà, c'est peut-être un peu les petits messages que j'avais sur la fin. Un grand merci. Je suis désolé, j'ai des bouffées de chaleur en parallèle. J'ai pas été clair. Oui, franchement, on partage et on se disait encore avec le bureau de la fax le plaisir qu'on a à travailler ensemble, toujours dans une bonne ambiance, avec une volonté de faire avancer les choses. Tout le monde se marre parce que je n'ai plus de voix. Je suis grillée. C'est parce que j'ai beaucoup parlé pendant 3 jours, nul doute. Et donc du coup, voilà, franchement, un grand merci. On sent qu'on est soutenu, que vous êtes à nos côtés. Et c'est un travail qui fait avancer les choses. On partage à 200% tout ce qui a été dit sur le chemin parcouru.
On s'est dit, on a structuré, on stabilise. Aujourd'hui, on a besoin de gagner en lisibilité et les travaux qui ont été faits sur le service rendu et l'Observatoire des ruptures de parcours va vraiment nous aider. Et l'ambition, c'est voilà, de poser le DAC dans l'écosystème et d'en faire un maillon incontournable. Je ne peux finir sur ces mots sans parler des réseaux. J'ai mûri en 3 jours, je progresse. Il y a un vrai enjeu aussi sur les dispositifs d'expertise régionaux que représente aussi la FACS. Et donc je sais que c'est pas la compétence du bureau, mais si éventuellement tu peux en dire quelques mots, parce qu'on est toujours dans l'attente d'un cadrage. Ouais. Alors, vous en dire quelques mots, c'est un peu compliqué, parce que comme tu dis, je suis pas l'expert de ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que, alors, c'est pas forcément hyper simple au quotidien, parce que c'est des dispositifs qui initialement, alors pour vous sont beaucoup plus imbriqués, mais pour nous au ministère sont gérés de façon un peu différente. Ce qui est sûr, c'est que bon, on arrive quand même à travailler avec ces bureaux, hein, je vous rassure, mais on a avec Samuel, Lauriane et maintenant Laetitia, on fait hyper attention à ce que les deux soient bien articulés, que ça corresponde réellement sur ce qu'on clarifie, sur ce qu'on doit faire, comment on souhaite les positionner, à ce que vous souhaitez, à ce que vous faites sur le terrain. Avec une clarification qui est en cours pour pouvoir vous apporter vraiment toutes les réponses. C'est difficile là pour moi de vous en dire plus au niveau technique. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'articulation DAC, DSR, les réseaux régionaux de façon plus large. C'est vraiment une problématique qu'on a et sur laquelle on est... voilà, à aucun moment on lâche avec l'équipe. On va toujours, voilà, on y retourne en permanence pour être sûr que tout se passe bien sur l'articulation de ces choses-là. Est-ce qu'il y a Je sais pas, du coup, Marion, si j'ai répondu à ta... Oui. Après, c'est vrai que c'est important et on l'avait bien en tête. Hein, le fait que ce soit sur des bureaux avec des compétences différentes. Après, on va essayer de travailler l'articulation. Il y a déjà eu des rencontres avec la fédération MOA et l'idée, c'est de poursuivre le travail engagé rapidement. Peut-être un mot aussi sur le cadrage sur les soins palliatifs. Ah, pardon. Ouais, alors sur les soins pâles, il y a donc on a essayé de cliquer sur les soins pâles, j'ai une note là qui vient d'arriver hier. Tu peux jouer la carte, il n'y a pas de réseau, on n'entend pas bien, c'est brouillé. Tu peux jouer cette carte-là si tu veux. Tu m'entends ? Oui. C'est vraiment pas cool la distance. Je te sens embêté par la question, donc je dis tu peux jouer il n'y a pas de réseau, je vous entends plus. Si tu non, bon, tu sais, je me défile pas, hein. Si je sais, je sais. Si je sais pas, je te dis que je sais pas. J'ai pas de souci là-dessus. Non, sur les soins palliatifs, c'est juste mes idées, faut que je réussisse à les remettre en ordre. Et je m'étais pris des petites notes au cas où il y avait des questions comme ça, pour être très honnête. Donc on a reçu là hier une dernière version de tout ce qu'il y a sur l'axe 3, donc sur les soins palliatifs là avec l'accompagnement fin de vie. Voilà, en fonction de ce qui va être structuré sur la filière palliative et en fonction aussi de votre configuration sur les territoires, de comment vous avez, voilà, c'est organisé et comment l'historique est fait. Le but, c'est de, comment dire, voilà, c'est d'être clair sur les missions de coordination territoriale. C'est voilà ce que fait le DAC, ce que font les autres et et ces missions sont voilà en général sur le terrain, en tout cas ce qu'on voit et ce qui est fait, c'est que ces missions sont faites en général soit par les équipes mobiles de soins palliatifs rattachées à un établissement. Non, je vous dis n'importe quoi là en fait. Je sèche la Marion et en plus j'ai une montée de température en même temps. Donc là, et c'est pas une excuse pour le coup comme le réseau. J'ai bugué là. C'est gentil de te mettre dans l'ambiance au point de nous faire croire que tu as participé à la soirée, parce qu'on est à peu près dans le même état. Hein ? Je dis c'est gentil de te mettre dans l'ambiance au point de nous laisser penser que tu as participé à la soirée. On est dans le même état, c'est très bien. Vous êtes dans le même état, ouais moi c'est plus la fièvre là qu'autre chose. On a une question au premier rang si tu veux.
On a une question au premier rang et on reviendra, on se voit régulièrement, on travaille ensemble, on fera un petit message sur les soins, pas de souci. Non, c'était, pardon, Pascal Durand, à la RS Occitanie, c'est pas du tout une question, c'était pour réagir là sur les DSR, les dispositifs d'expertise. C'est très bien et on va attendre on va suivre avec attention le retour des travaux au niveau de la DGOS, bien entendu. Il y a beaucoup de choses aussi qui dépendent de ce qu'on fait en région. Le financement de ces réseaux, ils sont pris sur le FIR. Donc, ça dépend de ce que l'ARS pense ou pense pas de ces sujets-là et de la façon dont on les travaille. Donc, il y a une partie du destin qui ne dépend pas uniquement de la coordination des bureaux de la DGOS. Il y a aussi une partie du sujet qui est de la responsabilité des acteurs régionaux sur ce qu'ils ont envie de faire de ces dispositifs, ce qu'ils en pensent, la façon dont on veut répondre aux besoins ou pas, la façon dont ça fonctionne ou pas, et on peut s'adapter au cadre qui sera proposé en le suivant à la lettre ou au contraire en essayant de proposer un contour qui semble adapté à nos besoins. Donc moi j'invite tous les collègues évidemment d'agence à prendre en main, comme nous on va remettre je l'ai dit tout à l'heure, le sujet sur la table le plus rapidement possible, parce qu'effectivement les choses évoluent assez vite, ce qui est plutôt une bonne chose. Cette vitalité, je le disais tout à l'heure, elle est très positive. Donc il faut pas que certains se sentent à la remorque, comme on l'a dit tout à l'heure, ou qu'il y ait des interrogations existentielles sous prétexte qu'on mette l'accent plutôt sur tel aspect en ce moment par rapport à tel autre. Donc on peut comprendre aussi certaines difficultés à faire bouger les cadres nationaux. Donc c'est pas du tout une critique évidemment vis-à-vis des collègues de la DGOS, mais il y a une partie du destin qui est quand même entre les mains des acteurs régionaux. Sur les soins palliatifs par exemple, enfin nous on a pris l'initiative dans la région sur un sujet qui est extrêmement transversal au sein du système de santé, de confier à la FACS l'animation, la coordination régionale de dispositifs là, des prochaines mesures. Oui, de la cellule régionale, des dispositifs qui se mettent en place là nouvellement pour impulser un petit peu les choses sur le sujet des soins palliatifs. Donc, on peut faire des choses en région, à notre main. Il y a un petit peu de moyens avec ça qu'on peut mobiliser. Donc, l'important, effectivement, c'est d'être en bonne articulation, mais pas forcément de s'attendre. On a suffisamment d'outils en main pour pouvoir avancer assez rapidement. Voilà, c'était un peu le message que je voulais passer. Ce qui est important, pardon, et je commence à retrouver ça redescend, donc je retrouve un peu mes idées. Pour les soins palliatifs, c'est de bien de clarifier le qui fait quoi, notamment si le DAC est investi dans les soins palliatifs, c'est que ça peut être porté par la même association, mais il faut que ça soit très clair sur le qui fait quoi, c'est-à-dire ce qui est dans le cadre des soins palliatifs avec l'association portée par le DAC et ce qui est dans le cadre du DAC. Et donc on a essayé de travailler là avec Lauriane sur ce qui se passe sur les différentes situations en fait que vous pouvez rencontrer sur le terrain. On a en fonction de l'offre en fait un peu historique et comment en fonction de cette offre historique on peut essayer de penser la suite. Soit on a une association qui porte le DAC et une équipe mobile de soins palliatifs et là faut communiquer sur le qui fait quoi. On a des DAC et des équipes mobiles de soins palliatifs non portées par le DAC. Et là, on est sur des situations assez similaires. Et là encore, faut vraiment communiquer. On peut parfois avoir des DAC avec un pôle dédié soins palliatifs ou quelques ETP, donc quelques personnes au sein du DAC qui sont dédiées. Là, il faut essayer de transformer ce pôle et ces ETP en équipe mobile de soins palliatifs, c'est-à-dire de sortir cette partie dans la même association, mais de sortir cette partie pour vraiment que les choses soient claires entre ce que fait le DAC et ce que fait le soin palliatif. On a une quatrième situation qu'on a pu observer, sur laquelle on a essayé de travailler aussi, c'est que parfois on a le DAC qui a intégré un réseau de soins palliatifs, donc qui est devenu polyvalent pour garder des compétences souvent, et à côté une équipe mobile. Donc on se retrouve avec deux acteurs, le DAC avec des compétences soins palliatifs et l'équipe mobile en parallèle. Là, ce qu'il faut, c'est pas avoir de dispositifs qui sont redondants, qui font la même chose et pas casser non plus les dynamiques existantes. Donc là, il faut essayer dans ces cas-là d'identifier les ressources soins palliatifs au sein du DAC, de bien les identifier. Si possible, d'aller vers une externalisation entre guillemets de ces ETP
toujours dans l'association porteuse du DAC, hein, mais de les sortir entre guillemets du DAC dans la même association, mais bien identifier les deux pôles, comme je disais tout à l'heure, et bien l'identifier à l'extérieur, voilà, comme l'association porteuse de DAC a le DAC et a la partie soins palliatifs avec deux structures dans la même association, mais séparées, ce qui vous permet, tout en gardant les ETP au même endroit, de vraiment clarifier le rôle de chacun et le qui fait quoi. On a une dernière chose qu'on a pu voir aussi sur le terrain, là, c'est vraiment les 5 possibilités sur le terrain. On a parfois des DAC avec des compétences soins palliatifs, des équipes mobiles de soins palliatifs, mais qui vont pas partout, voilà, sur lequel le territoire n'est pas exactement le même, pas complètement superposable. On l'a parfois où ils vont simplement en ESMS ou ce genre de choses. Là, il faut bien répartir, voilà, les compétences sur le territoire. Là encore, c'est vraiment de la com et de la bonne répartition. Toujours distinguer l'association porteuse du DAC, dans l'association porteuse du DAC, la partie soins palliatifs et la partie DAC, c'est vraiment en tout cas nos précos. Voilà. Et après, dans l'idéal, c'est d'aller vers une UMSP au sein de l'association porteuse du DAC et de bien communiquer auprès des acteurs. Donc c'est vraiment de la clarification et si possible vraiment au sein de l'association porteuse du DAC bien séparer la partie soins palliatifs de la partie DAC, ce qui permet de garder les expertises également et de bien se coordonner. Et désolé Marion, parce que ça vient après ta question qui était tout à l'heure. Merci, on a une question. Oui, bonjour, Philippe Adam Rodriguez, je suis directeur du DAC du Loir-et-Cher et vice-président de la Fédération régionale Centre-Val de Loire. Alors tout d'abord, je pense qu'on vous remercie pour votre authenticité et puis l'authenticité générale de la DGOS à l'endroit des DAC de façon continue. On vous remercie de tous les compliments que vous savez nous faire. Nous y sommes forcément sensibles, surtout quand l'évolution du cadre du système santé sociale est constant. Au-delà de tout ça, je vais être un peu plus grave quand même. En tant que gestionnaire, on a besoin d'y voir clair. La situation des DAC aujourd'hui sur les tensions des ressources humaines, elle est éloquente. Nous subissons, cela a été rappelé tout à l'heure aussi auprès de votre collègue de l'ARS, mais nous vivons parfois des hémorragies de personnel qui étaient compétents, qui étaient aguerris dans leurs fonctions pour des raisons strictement salariales. Nous avons été les exclus du Ségur. Nous peinons dans nos régions à négocier avec nos ARS l'augmentation des points d'indice lorsque nous y sommes sujets. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, et au niveau régional avec l'Agence régionale de santé, notre agence en particulier, celle du Centre Val de Loire, nous dit, écoutez, le souci c'est que le cadrage n'est pas clair au niveau de la DGOS et du ministère. Ils ont eux-mêmes une incertitude sur ce qui pourrait être fait au niveau du financement des DAC et une possible doctrine nationale sur l'augmentation générale des grilles de salaire dans les DAC. Alors voilà, quand on est gestionnaire, on a besoin d'y voir clair. L'ARS est aussi un gestionnaire indirect, elle a besoin d'y voir clair. Nous serions peut-être en capacité au niveau régional de négocier avec nos ARS des augmentations de grilles salariales sur le FIR DAC à la seule condition que vous soyez très clair en nous disant il n'y aura rien de votre côté en termes d'instruction sur l'augmentation de salaire. Les ARS seraient libres de pouvoir prendre leurs décisions d'autonomie. Donc moi, nous sommes au mois de septembre 2023, je suis gestionnaire d'un DAC et j'ai besoin d'y voir clair, monsieur. Est-ce que tu nous entends, Yann? T'es fier?
je vous entends plus, je ne sais pas si ça a coupé. Oui, ça a coupé. Nous, on t'entend là, vas-y. Oh là là, c'est vraiment saccadé. Est-ce que tu as entendu la question ? Là, je vous entends, ouais. Oui. Ça revient. Super. Est-ce que tu as entendu la question ? C'est complètement... Alors, Tu as entendu la question ? Bon. Ouais. j'ai entendu la question. La question, c'est est-ce que vous m'entendez bien ? Vous m'entendez bien ? Alors, sauf s'il y avait une toute petite question à la fin, parce que ça a coupé. Non, c'est bon, c'est revenu. Alors, vas-y. Non, c'est instable. Sur la fin. Coupe ta caméra. Voilà, ouais, j'ai entendu la prise de parole, sauf la fin. Donc, s'il y avait une question à la fin, Bon, c'est pour savoir s'il y aura un Ségur ou pas, clairement. Et quelle posture tient la DGOS par rapport à la revalorisation salariale ? j'ai pas. Bon, objectivement, je ne vais pas le spoiler, on y travaille ensemble. Vous savez qu'il y a eu de multiples courriers et un soutien très fort de la DGOS sur le fait qu'on puisse obtenir le Ségur. On réenclenche un dialogue. Nous avons rendez-vous mercredi. L'idée n'est... Enfin voilà, et on vous tiendra au courant. L'objectif, c'est vraiment... Alors, le Ségur, on est d'accord que la fenêtre est clos. Maintenant, c'est l'idée de sensibiliser sur la nécessité de travailler l'attractivité des métiers, les revalorisations, la question de la pérennisation des financements et du FIR. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir réinterroger ça, de ne pas avoir des DAC ou des dispositifs quels qu'ils soient en difficulté avec des revalorisations d'indices qui ne sont pas suivis par le financeur, ce qui met vraiment en péril. On est pleinement conscient de ces enjeux et l'idée, c'est bien sûr de le travailler. Et ce sera vraiment le travail de la Fédé de revenir vers vous rapidement pour que vous puissiez y voir clair. Je vous invite, puisque nous sommes déjà en retard sur le timing, à rejoindre les ateliers. Boris ? Non ? Bon, non, c'est clôture avant les ateliers ? J'ai pas révisé. Au secours, help. Jacques est censé venir. Jacques, welcome. Vous m'entendez ou pas ? Ah. On t'entend plus, Yann. J'ai répondu pour toi. Non, j'ai répondu pour toi. Ah. On t'entend. Non, mais voilà, mais c'est pour dire, mais je pense que ça va dans le même sens que j'entendais. C'est mort. Allez, on clôt. Je mets fin à la réunion, appelle-le. Alors, on souligne la victoire de l'Occitanie hier au Babi. Dignité. Ils jouaient à domicile, c'était facile. Des équipes solides. J'en ai donné un, Jacques. Comme ça, on fait ping-pong. Jacques, est-ce que tu as passé 3 jours extraordinaires ? La réponse est oui. Avez-vous d'autres questions ? Alors on clôt, il y a encore les ateliers, n'oubliez pas quand même, il y a un peu de travail. Et les ateliers, c'est du concret parce que c'est des retours d'expérience. C'est vraiment ce qui est né dans l'année sur les projets de complémentarité. Moi j'ai appris beaucoup de choses, encore une fois. Je suis assez rassuré parce que dans l'air ambiant, on sent les ressources et les expertises dans tous les ateliers. On sentait cette notion de poids de... Non. On sentait cette compétence, ces ressources, ce parcours professionnel qui enrichit les dispositifs de coordination. Et c'était les premiers mots, ressources, expertise, on les a. Il y a une chose importante aussi, c'est ça y est, on est installé. Alors, bien sûr, c'est pas l'installation confortable, mais on est là, on est dans le paysage. On doit encore être un peu plus dans le paysage. Et mon devoir de réserve de président ne m'a pas permis
d'interagir, mais certains l'ont fait sur les dispositifs régionaux, mais je ne suis pas très inquiet. Je ne suis pas très inquiet sur les dispositifs régionaux pour 2 raisons. La première, c'est que quand des gens montent en compétences, des structures montent en compétences, ils vont être confrontés à des difficultés ou des questionnements et ils vont aller chercher des ressources supplémentaires. Et la ressource supplémentaire, elle va être probablement dans les dispositifs régionaux. Et donc, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Le deuxième, et je tiens à les remercier sincèrement, c'est le partenariat fort avec des partenaires qui... alors là, franchement... j'ai parlé à Karen ce matin, on m'a mis 3 mots sur les journées, 3 mots, l'esprit de synthèse, mais on a le même discours. C'est le terrain, on remonte, les indicateurs, ça va vous aider à mieux visualiser, ça va nous aider, on est avec vous, vous êtes géniaux. Ouais, je trouve que c'est rare d'entendre ça dans ce moment, dans cette période un petit peu. On a aussi des paroles, mais on a aussi des actes, c'est-à-dire que l'accompagnement de l'ARS Occitanie sur ces projets, elle est réelle. On peut très bien dire dans une réunion, on est content de vous, on va vous aider, puis derrière c'est plus compliqué. Là, c'est la réalité. Donc on est dans la construction et la dynamique s'est enclenchée, partenariale, complémentarité. Les GOS, moi je les connais pas trop parce que je suis... Alors là, Bordeaux, il y a un axe TGV, nous on n'a pas d'axe TGV, donc j'arriverai jamais à Paris, donc c'est bon. Puis pas vraiment l'attention non plus. Et puis il y a une complémentarité, un partenariat fort avec la Fax nationale. Et le travail fourni par la Fax nationale est important. Et elle est peut-être encore à communiquer parce que tous ces travaux avec ces gens là-haut qui certes sont sympathiques, là ceux-là ils sont vraiment des exceptions culturelles, quoi. Je pense qu'il faut le reconnaître. Eh bien, il faut aussi prendre en compte que nous, sur le terrain, on a des préoccupations, mais il y a des gens qui passent du temps, et en particulier toute l'équipe de la Fax Occitanie et de la Fax nationale, à essayer d'améliorer les rouages, d'aller voir les institutions pour essayer de faire avancer les dossiers. Donc, je pense que c'est aussi cette ambiance qui m'a beaucoup plu. Il y a une dynamique, la dynamique, on l'a, hein. Tout le monde parle, tout le monde échange, il y a plein d'idées. Les Corses arrivent en Occitanie, enfin, c'est un mélange, on s'y retrouve plus. On a parlé entre Bordelais et Occitans, donc voilà, tout va bien. Donc merci à vous déjà, merci à vous de votre participation. 200. Alors Boris est à 450 l'année prochaine. Je vais jouer mon rôle de modérateur et de moduler un petit peu ses ardeurs. Mais je pense qu'on ouvrira un peu plus parce qu'il y a eu de la frustration. Merci aussi dans... cette sensation, on n'est pas allé assez loin dans les thématiques, on n'a pas eu assez de temps, donc ça va nous donner des idées pour le programme de l'année prochaine. Donc merci à vous. Vous pouvez vous applaudir parce que je pense que vous avez animé ces universités. Merci aux participants parce que les participants et les intervenants, ils ont été brillants, présents. Convaincus, convaincants, donc, et puis il y a un travail de fond à faire dans nos actions et je pense que les ateliers l'ont bien retrouvé. Je voulais remercier aussi toutes les médias, Concours Pluripro, Karen, nos journalistes qui ont animé les tables rondes parce que c'est pas si facile. Et donc Sophie Voinis, Valérie Ravinet, notre photographe, qui va nous faire un retour et on va tous être contents de se voir sur les petites photos, moins, parce que je sais que le problème de la calvitie n'est pas résolu et c'est un problème de santé publique majeur. Quoi qu'il en soit, on va essayer de faire avec. Et merci à vous, parce que aussi, il y a un élément qui m'a marqué, et pour l'année prochaine, moi j'aime bien ces journées parce que ça me pousse déjà l'année prochaine. Donc, alors ça fait vieillir, mais ça rajeunit un peu quand même. Et la communication. J'ai entendu, il faut qu'on aille aller vers, ça c'est important, mieux se connaître. Et je pense que ça se fait déjà beaucoup, et les ateliers vont vous le montrer, mais aussi il faut communiquer. Et là, il y a un gros travail à faire, communiquer sur... franchement, quand on entend c'est une pépite, vous êtes géniaux, au niveau national, on se dit mais pourquoi on n'a pas la dépêche du midi, le truc là de l'Est là-bas, peut-être La Voix du Nord. La Voix du Nord, le Grand Nord, le quotidien scandinave, je sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais là-haut. Mais bref,
il faut apprendre à communiquer. Moi, je me dis que mieux connaître nos dispositifs, mieux connaître leurs valeurs aussi, parce que c'est une valeur ajoutée forte. Donc, c'est une thématique qu'on aura à développer, une dynamique communication. Après, je voulais remercier Marion et le bureau de la Fax nationale de la confiance. Cette année, on n'a pas senti une journée Fax nationale, une journée Fax Occitanie. On a une journée coordination en santé. Et voilà. Et bravo de nous accorder votre confiance localement. La ville d'Albi est un lieu qui me paraît tout à fait pertinent pour poursuivre. Et j'ai entendu qu'on sera là dans 2 ans, donc peut-être pas moi, mais au moins vous serez là dans 2 ans. Et puis, je voulais remercier après la Fax Occitanie, toute l'équipe. Vanessa, bien sûr. Alors, elles sont où l'équipe? Elle est où? Toute l'équipe de la Fax Occitanie. Alors, il y a des Claire à multiplier par 3, il y a des Céline, il y a des Laetitia, il y a des petits Baptistes qui se promènent, il y a des Karine, il y a des Jules. J'aimerais bien qu'ils soient là parce que là aussi, le travail, il est considérable. Hein. C'est un investissement fort pour la Fax Occitanie. Ils se mobilisent fortement. Ils veulent pas venir? Oh là 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 là. Bon, on fera une grande photo, on vous l'enverra. Mais merci à eux. C'est beaucoup de boulot. Merci Vanessa. Et puis, un merci particulier. Alors, un homme que je ne maîtrise toujours pas. Pourtant, je fais de la maladie chronique, je suis dans l'écoute, j'essaye de comprendre l'individu. Je fais de l'holistique, comme on dit maintenant. Je voulais remercier Boris. Franchement, Boris, merci. Je ne sais pas où tu n'es pas, je te l'ai dit hier, mais où tu n'es pas. Et puis, je pense que la maîtrise territoriale, elle est ancrée dans Albi, de façon diurne et nocturne. Et donc, c'est là cette ouverture magistrale qui est quand même la philosophie de la Fax Occitanie que tu représentes bien. Et je pense qu'on peut remercier à la fois le binôme, Vanessa et Boris, pour l'investissement dans ces universités. Et tout naturellement, je laisse la parole à la présidente pour clôturer. N'oubliez pas, alors, atelier et déjeuner, puisqu'on veut un peu de convivialité de fin d'université. Ça en manquait, c'est vrai. Un grand merci. C'est vrai que tout le monde a œuvré pour essayer de faire de ces journées un temps d'échange, un programme riche. Alors on se casse la tête, il en faut pour tout le monde. Est-ce qu'on est terrain, on prend un peu de hauteur, on est dans la stratégie, ça manque d'opérationnel, on croise les regards. Donc évidemment qu'on est preneur de vos retours, c'est super important. Et puis finalement, on a beau faire le meilleur programme du monde, c'est vraiment le public qui fait qu'aujourd'hui c'est une réussite, ces universités, parce que voilà, tout le monde s'est investi à échanger, il y avait vraiment de la convivialité, une bonne humeur, du plaisir à l'échange. Et franchement, on a beau œuvrer tout ce qu'on peut, si vous n'étiez pas là, ces journées ne seraient pas une réussite. C'était super bien organisé, tout était millimétré, cadré, et donc c'est clair que sans l'équipe de la Fax Occitanie, ça n'aurait pas été possible. Et puis merci à vous d'avoir fait le déplacement de très loin pour certains. On a quand même les DOM et les TOM qui étaient présents, donc ça efface toute la difficulté des trajets. Voilà, l'engagement est pris effectivement pour l'année prochaine. On est conscient de l'enjeu à 132 DAC et bientôt nous aurons un recensement du nombre des dispositifs d'expertise régionaux. Et donc techniquement, voilà, ça fait plus de 200 dispositifs faciles et donc 200 places, c'est limité parce qu'on a envie de faire vivre aussi nos équipes et de ne pas être là qu'en tant que directeur, mais de pouvoir amener les coordos, référents de parcours, l'encadrement, des représentants d'usagers, des partenaires venant de différents champs. Donc l'ambition est effectivement de passer sur un modèle un peu plus important. On retient qu'il faudra plus de place aussi pour la soirée puisque les bracelets se sont monnayés très cher. Donc on se nourrit. Et plus de baby-foot. Voilà, donc écoutez, un petit peu nostalgique que ça se termine, ravi d'aller se reposer. Je vous invite du coup aux 5 ateliers, je les recite pour être sûr que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux. Donc une cartographie interactive améliorant la lisibilité des structures de coordination de projets en Vendée, le DAPS 85. La mise en place d'un parcours de soins sur l'insuffisance cardiaque par une CPTS avec les acteurs du premier, deuxième et troisième recours.
c'est la CPTS Sud Toulousain. La co-construction DAC, dispositifs régionaux, projet d'un développement de compétences d'aide à domicile. Vous êtes dissipé, dis donc, DAC 66. ICARE, dispositif de coordination parcours complexe des patients en situation de précarité, CHU de Toulouse. Et le partenariat DAC 10, conseils départementaux pour fluidifier les parcours de santé. On clôture ? On clôture. Merci. Merci et bon atelier, bon retour. À l'année prochaine et avec un programme Riche. riche et toujours dynamique. Merci. Merci à vous. J'arrive.